Bonsoir, la communauté de coups critiques. On se lance aujourd'hui dans une toute nouvelle valse de la crypte et je suis accompagné de Marika Guilbeault-Brissette. Bonsoir, Marika. Ça va bien? Bonsoir, ça va bien toi-même? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup à toi d'être venu dans cette valse, dans cette danse nocturne où, je le rappelle pour les gens qui ne sont pas familiers avec le format, ce qu'est une valse de la crypte, eh bien, c'est une série de one-shot où en mano à mano, un DM ou un joueur ou une joueuse valsons dans une histoire souvent horrifique, inquiétante, soit de science-fiction horreur, historique horreur ou autre, en essayant bien sûr différents systèmes. Et chaque invité que j'ai, dans le fond, dans le one-shot, je pose toujours des petites questions au début. Quel type d'aventure qu'il voudrait, quelle ambiance qu'il voudrait. Et ce soir, Marika et moi-même, nous allons jouer à un scénario du jeu de Between, qui est un jeu de rôle qui est sorti il y a l'année passée, en fait, que j'ai commencé à lire il y a quelques semaines et qui est vraiment très, très cool pour sa description, sa mise en page. C'est un jeu qui s'inspire énormément pour ceux qui sont familiers de la série Penny Dreadful ou des romans Penny Dreadful, dans le fond, des romans qui sont des petits romans d'horreur qui coûtaient un seul penny à Londres, à l'ère victorienne, et qui souvent avaient des petites histoires d'horreur très rapides. Mais sinon, c'est un jeu qui met de l'avant une ambiance qui est beaucoup tournée vers les films de la Hammer, que ce soit comme les premiers Dracula ou le premier Loup-garou, la momie, des choses comme ça, vraiment les premiers films un peu gothiques, un peu aussi comme les romans de Bram Stoker ou autre chose de ce genre-là. Donc, c'est l'ambiance de ce soir, très différente de la dernière partie. Et Marika et moi-même, nous allons ici nous lancer dans une petite aventure mettant en scène une réalité londonienne des années 1890 que je ne connaissais pas et donc j'ai dû faire des recherches exhaustives afin d'en savoir plus pour être le plus fidèle possible. Mais, je le rappelle, je ne suis pas un historien, bien que j'ai commencé des études en histoire pour ensuite les lâcher parce que c'était beaucoup trop difficile. Donc, c'est fort possible que j'aille quelques petites erreurs historiques, uchroniques qui vont se glisser au travers de l'histoire. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas pour autant plugger des dinosaures avec des cow-boys ou des choses comme ça. Donc, Marika, est-ce que tu es prête à te lancer dans cette valse? J'imagine. Écoute, ça va bien aller pour de vrai. C'est vraiment pas stressant. Là. Il n'y a aucun stress à avoir. Avant de commencer, je vais juste... parfait. Fait que oui, juste pour préciser aussi pour les gens qui ne le savent pas, The Between, accessible sur DriveThru-RPG, il n'est pas accessible en physique, c'est seulement en PDF, pour l'instant du moins, mais je trouve que c'est un très beau jeu à voir physiquement. Et c'est un PBTA en mode partie, donc un jeu qui est powered by The Apocalypse et qui utilise seulement des 6 très narratifs, vous allez voir. Et pour les gens qui sont curieux et qui vont connaître le jeu ou qui connaissent le jeu déjà, eh bien, juste pour vous dire que pour le bien du scénario, puisque les aventures sont très courtes, eh bien, nous n'allons pas nécessairement mettre de l'avant toutes les règles du jeu afin de pouvoir maximiser le temps que nous avons, Marika et moi, ainsi que le rythme et la narrative de l'histoire. Donc, sur ce, on se lance dans cette valse de la crypte qui se nomme Fragment d'éclat. Et là, on peut s'imaginer une espèce d'ouverture en dessin animé du genre Les Contes de la Crypte, là, où est-ce qu'il y a une petite musique xylophone un peu inquiétante qui joue. C'est genre mon rêve, pour de vrai. J'aimerais tellement ça avoir ça, là, mais peut-être un jour. Mais tout de même, on va pour de vrai se lancer dans l'ambiance. Donc, mise en contexte, nous sommes à Londres. À Londres, dans les années 1890-ish. On ne va pas nécessairement être le plus spécifique que ça, ce n'est pas nécessaire, mais nous sommes au tournant du prochain siècle, une époque de bouillonnement londonien où l'aristocratie, le conservatisme, oui, se côtoyait avec, bien sûr, les gens du bas peuple, mais bien sûr aussi les idées nouvelles, les idées du futur, les idées prochaines. Une époque où les gens avaient des idées de grandeur, tout en étant aussi très craintifs de ce qui allait se trouver au tournant de la prochaine année, du prochain siècle, et qu'est-ce qui pouvait être réservé à Londres, cette gigantesque métropole bouillonnante de vie, mais également de danger et d'inquiétude. Marika, quel est ton nom? Quel est le nom de ton personnage pour qu'à partir de maintenant, je ne t'appelle que par le nom de ton personnage? Je m'appelle Villanelle Bellacqua.
Villanelle Bellacqua. Mhm. J'aime vraiment ça. Est-ce que c'est un vrai nom comme anglais ou... J'ai amalgamé le prénom et le nom de famille de 2 personnages de fiction que j'aime beaucoup. Ah, j'aime ça. Ça, j'aime ça. C'est le genre de petits détails que j'apprécie beaucoup. Donc, Villanelle Bellacqua, tu fais partie de ces individus qui vont un peu en quelque sorte vivre dans ce que nous allons appeler, je vais utiliser le terme anglophone, le between, c'est-à-dire ces gens qui ont un accès autant vers la vie nocturne que la vie du jour, que les dangers qui se trouvent justement dans l'obscurité des rues londoniennes, que le quotidien de la petite vie tranquille qui se déroule dans le fond à chaque jour justement dans les rues de Londres. Et tu fais partie de ce regroupement d'individus qui ont justement à cœur le bien-être de Londres et qui vont passer le plus clair de leur temps à régler des problèmes mettant en scène soit des créatures horrifiques, des cultistes sans nom, des identités démoniaques qui viennent s'infiltrer dans les méandres du quotidien des mortels. Bref, tu fais de ton mieux pour que Londres reste en sécurité à ta manière. J'aimerais que tu me décrives ton personnage, s'il te plaît. Donc, c'est une jeune femme dans la trentaine qui a une apparence un peu repoussante. Elle a les cheveux noirs, très longs, raides, qui ont l'air un peu sales. Elle est très, très blanche, blême. Elle est toujours habillée de longues tuniques noires et elle est super grande et filiforme. Puis, elle tente de passer inaperçue dans une foule, mais vu son apparence, on dirait un fantôme qui tente de se cacher parmi les humains. OK, parfait. C'est vraiment le type d'individu que tu veux absolument croiser dans une ruelle de Londres la nuit tombée. Voilà. Donc, ça marche. Et bien sûr, Villanelle Bellacqua, comme tu l'as mentionné, fait partie de ces gens qui ont justement, que ce soit des capacités particulières ou du moins un intérêt particulier pour tout ce qui vit dans l'ombre et dans l'obscurité. Tu as, par le passé, déjà accompli certaines tâches pour le bien commun de Londres, que ce soit pour fendre ou anéantir des forces impies et autre chose de ce genre-là. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez bien particulier. Tu t'es fait demander spécifiquement toi, vu ta certaine sensibilité au monde de l'au-delà, ou du moins le between, ta certaine sensibilité à ce qui se trouve de l'autre côté du drap de la vie. Et tu t'es fait demander afin d'aller, on va dire, investiguer la disparition d'une actrice de film muet qui a disparu il y a de cela une semaine environ, lorsqu'elle était de passage à l'intérieur comment je pourrais décrire ça? Ça serait très populaire dans ces années-là à Londres. Il y avait ce qu'on appelait des sociétés, en fait, des espèces de regroupements de gens qui étaient tournés vers certains types d'activités. Et parmi les différents types d'activités, eh bien, il y avait une société en particulier qui se nommait, je suis sûr que je ne me trompe pas dans le nom, la Société Obscura, qui est dans le fond un regroupement de photographes enthousiastes, amateurs, souvent des nobles ou des aristocrates qui ont rien d'autre à faire de leur journée que de se prendre en photo dans différentes situations, positions ou autre chose comme ça. Tu ne connais pas personnellement la Société Obscura, tu n'as jamais eu affaire à eux, tu ne les as jamais vraiment croisés, peut-être que vous n'êtes pas nécessairement dans les mêmes bancs sociaux, on va dire, mais tu les connais un peu de réputation. Comme quoi, autant il y a des gens qui vont mentionner que c'est des personnes qui sont justement très excentriques et qui sont à la limite du vulgaire, alors qu'il y en a d'autres qui vont dire que c'est des originaux qui sont un peu inoffensifs et qui ne veulent rien de mal réellement. Mais tout de même, tu t'es fait demander d'aller en fait questionner ces gens-là, en savoir un peu plus, parce que l'actrice en question, Madame Penelope Levy, qui est une actrice de film muet, a disparu alors qu'elle était de passage à l'intérieur même de la société. Parce que la société possède un bâtiment qui a été racheté en commun accord par les différents membres. C'est une espèce de grande maison vraiment très, très, je
je dirais, très large, à grande salle de bal et autre chose de ce genre-là, qui a été reconfiguré afin de faire place, que ce soit à de l'équipement de photographie, à des décors et autre chose de ce genre-là. Et au moment où la partie commence, la partie débute, c'est l'époux de Mme Lévy qui t'a engagé et qui t'a quand même grassement payé pour essayer de retrouver sa femme qui non seulement est réellement l'amour de sa vie, mais aussi également une personne qui est très en demande ces temps-ci et que tranquillement, il commence à ressentir la pression sur ses épaules d'essayer de régler la situation. Et bien que les gens de la société Obscura n'avaient rien à dire ou du moins n'avaient aucune information à donner concernant la disparition de Mme Lévy, il a tout de même pris en charge le fait de t'engager personnellement, de te payer grassement et de t'envoyer à la société Obscura afin de soulever le mystère entourant la disparition de Mme Lévy. Donc, au moment où la partie débute, tu es, dans le fond, dans les environs de Kensington, justement, quelque part à Londres, mais un peu moins central, un peu plus en côté pas nécessairement encore rural, tu es encore dans la ville, mais moins tourné vers les ruelles et les grandes rues très piétonnes. Un endroit qui est entouré, une espèce de grande maison entourée par des haies de cèdre gigantesques qui forment à la fois un périmètre de sécurité autour de la demeure. Et au moment où tu arrives, le soleil tranquillement commence à descendre un peu de l'autre côté des bâtiments pour jeter une espèce de lumière un peu rosâtre dans le ciel et tu aperçois ainsi les derniers rayons qui viennent se frotter et répercuter sur les vitrails de cette grande demeure qui, de l'extérieur, semble tout de même très normale. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, question plus histoire, justement. Oui, bien sûr. La photographie en 1890. Oui. Est-ce qu'il y avait encore autour de cet art une certaine superstition, comme quoi, par exemple, si tu faisais photographier, tu perdais ton âme, ou je sais qu'il y a eu vraiment beaucoup de terreur autour de ça. Donc, je me demande, est-ce que c'est quelque chose que Villanelle pourrait avoir en tête ou c'est déjà vraiment résolu le fait que c'est juste une machine qui prend ton image en mémoire? C'est intéressant que tu me poses la question. En fait, je suis vraiment content que tu me poses la question parce que ça fait partie des nombreuses recherches que j'ai aujourd'hui sur l'histoire de la photographie. Puis j'étais genre comme, mon Dieu, que c'est compliqué. Et pour te dire, bien que on s'entend, vous êtes une société assez civilisée, et oui, la superstition demeure assez présente en général concernant les nouvelles technologies. Vous n'êtes pas dans une époque présentement où les gens vont vraiment craindre ou avoir peur de se faire voler leur âme par un appareil photo, peut-être des vieux monsieur là, de comme 90 ans passés qui vivent dans un coin perdu en Irlande, peut-être qu'eux, oui, ont peur, mais pour des gens qui habiteraient à Londres, pas vraiment. Par contre, il y a encore sur la photographie, on va dire, cette espèce, pas une aura inquiétante, mais une aura justement un peu excentrique. Ça demeure quelque chose qui est assez pointu, un peu à la manière de gens qui joueraient comme à des jeux de rôle en 1990. T'sais. Il y a comme quelque chose d'assez comme niché dans cette pratique-là. Et ça en demeure que la majorité des gens n'ont pas nécessairement le temps ou l'argent ou la passion assez pour pouvoir se pencher sur la chose. Mais du moins de toi, de ton vécu, je ne sais pas si ton personnage a même eu des photographies ou fait de la photo, mais ça en demeure que c'est quelque chose de un peu excentrique, mais pas pour autant comme démoniaque. OK, mais c'est pas nécessairement accessible à tous du tout. Non, là. Pas du tout. Pas du tout. Excellent. Donc, à ce moment-là, la bâtisse, tu semblais dire qu'elle était entourée de cèdre. Donc, est-ce qu'on peut voir un peu ou c'est vraiment caché, la bâtisse, derrière les arbres? Je te dirais que tu vois, en fait, l'espèce de pignon. C'est une espèce de grande demeure avec une tour qui est comme située au centre de la maison. Tu sais, des fois, on a ça, les vieilles maisons anglaises. Il y a une espèce de tour qui forme un pignon au centre. Ce pignon-là dépasse des haies de cèdre où tu peux voir justement les fenêtres avec les derniers rayons de soleil qui se frottent dessus. Mais tu n'as pas accès visuellement, du moins, à ce qui se trouve à l'intérieur, bien que tu commences tranquillement à percevoir des lueurs qui sont projetées depuis l'intérieur de la maison, probablement des chandelles, des lampes à l'huile, des choses comme ça qui sont allumées pour justement faire écho à l'obscurité qui commence tranquillement à prendre place autour de toi. OK.
Dans ce cas-là, si c'est possible, je ne sais pas trop si je peux faire le tour du bâtiment avant d'entrer, parce que, bon, j'imagine que je vais finir par entrer, cogner et aller parler aux gens. J'aimerais vraiment faire un tour du périmètre pour voir est-ce que je vois d'autres sorties que l'entrée principale. Est-ce qu'il y a un autre bâtiment derrière, par exemple une sorte de remise ou quelque chose comme ça, juste pour avoir une idée plus complète des lieux. OK, oui. Écoute, il y a pas de, je ne te ferai pas faire de jet pour ça. Tu prends le temps de faire le tour, de te déplacer, de jeter des coups d'œil. Et effectivement, une fois que tu arrives plus vers l'arrière, bien qu'il y ait encore des haies de cèdre, celles-ci sont plus parsemées et veut pas celles de devant. Et oui, pour l'intimité, mais aussi pour le prestige que ça apporte à la maison. Mais celles de derrière sont justement plus vieilles, moins entretenues. Il y a plus d'éparts, d'écarts. Tu peux apercevoir mieux le bâtiment depuis l'arrière. Et tu vois qu'il y a une espèce de une grande porte coulissante, un peu à la manière de à des fermes, un peu comme des fermes que tu fais coulisser des grandes portes pour pouvoir faire rentrer ou sortir des animaux, des choses comme ça. Il y a ce type de porte-là située à l'arrière du bâtiment qui permet de pouvoir transporter des choses à l'intérieur de celui-ci au-delà de la petite porte avant. Parfait. D'accord, donc j'en prends note. Et là, je ne le sais pas, parce que bon, tous les deux, on teste ce système-là pour la première fois. Oui, ben oui. Est-ce que avec comme mon savoir de jeune femme qui a grandi dans un coven, qui a plein d'habilités au niveau de la sorcellerie, disons, je pourrais comme utiliser une habilité pour ressentir des forces maléfiques ou quelque chose de négatif par rapport au bâtiment? OK, oui. Écoute, c'est intéressant que tu me poses la question, Marika, parce que oui, effectivement, nous testons le système, toi et moi, ce soir de Between. Nous n'avons jamais joué, ni toi ni moi. C'est la première fois qu'on l'essaye. Mais tout comme, on va dire, chaque PBTA, il y a des actions qui sont disponibles pour les joueurs. Sauf que par contre, ce qui est intéressant dans The Between, c'est qu'il y en a beaucoup moins que dans ce qu'on est habituellement. Il y en a moins et elles sont souvent, on va dire, spécifiques à nuit, jour. Et nuit, c'est des actions qui vont être surtout plus risquées et jour, ça va être plus doux. Présentement, nous sommes maintenant la nuit, puisque le soleil est tombé. Et les actions que tu vas faire sont associées à une, souvent, de tes caractéristiques, que ce soit ta vitalité, ta composure, ta region, ta présence ou ta sensitivity. Et vu ce que tu viens de me demander, de ce que je comprends, ça serait sensitivity, qui est dans le fond l'action qui a un lien avec tout ce qui tourne autour de l'occulte, les supernatural force, tout ce qui peut te faire sentir des choses en soi. Fait que ce que je vais te demander de faire, c'est ta force. Ben oui, j'imagine, vu ton playbook, vu la classe que tu as choisie. Fait que je vais te demander ainsi de te faire un jet de sensitivity et je vais te demander peut-être un peu plus de préciser ce que tu tentes de ressentir. OK. En fait, je tenterai de ressentir s'il y a dans le bâtiment une source d'énergie qui serait autre que de l'énergie humaine. OK, moi, je comprends. Vraiment de voir s'il y a une sorte d'entité un peu fantôme, un peu esprit d'un mort qui serait resté dans le bâtiment après son décès ou quelque chose comme ça. Parfait. Puis, est-ce que la lune est là ou c'est seulement le jour qui est en train de se coucher et la lune n'est pas encore dans le ciel? La lune n'est pas encore dans le ciel. OK, parfait. Donc, je lance 2d6 et je peux ajouter 2 puisque c'est ici que j'ai ajouté mon +1 à mon habilité. Exactement. Parfait. Oula. 7. 7? Bien, 7, c'est quand même ce qui est considéré comme étant une réussite partielle, tout de même. Fait que souvent, comment fonctionne un PBTA, c'est que si la joueuse a 6 et moins, c'est un échec. Entre 7 et 9, c'est souvent une réussite partielle. 10 et plus, c'est une réussite normale. Et dans The Between, comme certains jeux PBTA, il y a le 12 et plus, où est-ce que là, il se passe quelque chose d'encore plus cool que l'objectif de base. Tu as eu 7, ce qui n'est pas non plus un échec. Au moment où tu fermes les yeux, je te rappelle, tu es présentement encore derrière le bâtiment, non loin de la Headset. Tu fermes les yeux et là, comme les personnes qui écoutent cette valse viennent d'apprendre que tu as fait partie d'un coven, on n'avait pas mentionné encore, que tu as un passé de sorcellerie. Tu fermes les yeux et tu te concentres sur la vie autour de toi. Et pendant quelques secondes, tu ressens sur le sol les vers de terre qui se déplacent,
les insectes qui tranquillement viennent se cacher dans les endroits un peu plus humides. Et tranquillement, on se déplace, on s'en va jusqu'à la maison où effectivement, tu commences à ressentir le cœur battant des individus qui s'y trouvent, des gens humains qui sont à l'intérieur. Et tranquillement, ton esprit divague au travers de ces nombreux individus qui semblent s'adonner à des activités tout de même assez mondaines puisque tu ne ressens aucune hostilité, aucune agressivité, rien de particulier. Et soudainement, effectivement, tu as quelque chose de très sombre et de même, on va dire, la présence d'un vide, comme s'il y avait, je pourrais dire ça en figure de style, l'effet d'un petit trou noir situé quelque part dans la maison qui aspirerait autour de lui l'essence des gens qui y habitent. Et tu as cette impression-là qui te vient justement au moment où tu la détectes, que cette espèce d'impression de te faire comme tirer vers l'avant, comme si tranquillement il aspirait un peu tout ce qu'il avait autour de lui. Bien que tu aies réussi à le détecter, le contre-coup de cette situation, c'est que tu le sens que lui aussi t'a détecté. Et donc, Villanelle va juste ouvrir ses yeux et dire « Ah, mon vieil ami, comme on se retrouve. » Et je vais refaire le tour du bâtiment, aller vers l'avant pour entrer par l'entrée principale. Parfait. Donc, je présume, à moins que tu me dises que tu es excessivement mal élevé, tu cognes à la porte ou... Oui, je cogne. OK, parfait. Tu cognes à la porte et quelques secondes passent avant que finalement un jeune homme, peut-être début vingtaine, là, 21 gros maximum, rouvre. Il est habillé vraiment en espèce de lobby boy, presque en serviteur, très propre, avec une espèce de chemise boutonnée sur le côté ici et un petit chapeau sur sa tête. Il y a les cheveux comme un peu graisseux qui font une ligne au milieu, une fente et qui sépare la manière de alfalfa. Et il te regarde surpris en fait de voir quelqu'un qui vient cogner si tard, mais aussi surpris de ta stature et de ton visuel. Là. C'est comme dire quasiment que tu cognes à l'Halloween. Là. C'est super effrayant. Et il fait Madame. Donc, il est pas sûr. Il est comme sur le bord un peu de fermer la porte. Là. C'est comme pas. Bonsoir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, vous pouvez me laisser entrer. J'ai à vérifier certaines choses dans ce bâtiment. Elle est vraiment stoïque et elle n'est pas habituée de parler à des hommes. Dans le Coven, il n'y avait que des femmes. Effectivement. Il recule un peu la tête, super intimidé par le fait justement de se faire parler un peu de manière mécanique. Là. Il fait aviez-vous un rendez-vous avec Madame Abernathy? Personne ne m'a dit que j'avais besoin d'un rendez-vous. Eh bien, c'est une société privée, madame. C'est un regroupement de passionnés de photographie. Il faut avoir un rendez-vous ou du moins une invitation pour pouvoir rentrer. Est-ce que si je vous dis que la demande vient de Monsieur Lévy, je peux entrer? Oh, c'est intéressant ça. Tu vois, le jeune homme, il sursaute un peu. Tu vois que ses sourcils s'étirent et il avance un peu vers toi comme s'il voulait refermer tranquillement la porte derrière lui. Puis il te murmure vous êtes ici concernant la disparition de Mme Pénélope, c'est bien cela? Oui, je suis ici pour la disparition de Mme Pénélope. Et je le dis vraiment pas fort, moi. Là. Je garde le même volume de voix. OK. Il fait écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, sinon que je trouvais que c'était une femme incroyable. Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et Madame Abernathy ainsi que les autres membres de la société sont très silencieux concernant cette disparition. Personne ne sait vraiment quoi faire. La police est venue nous questionner. Et je dois avouer que je suis extrêmement troublé de cette chose. J'avais un très grand respect pour la dame et pour ses films et pour ce beau futur qui s'offrait devant elle. Normalement, de ce que je comprends, vous êtes ici pour tenter de résoudre la situation, peu importe quels en seront les résultats. Oui, effectivement. Je suis désolée que vous ayez subi cette perte. Mais son visage, genre, j'avais nullement montré qu'elle est désolée. Ouais, j'avais compris dans le ton de voix. Il fait
écoutez, ce que j'avais comme je vous dis, j'ai un très grand respect pour Mme Pénélope et je suis sincèrement désolé de ce qui est arrivé parce que je pense, du moins de ce que vous venez de me dire, que vous souhaitez réellement le bien de la situation. Je peux vous faire rentrer et dire que vous avez été invité par un membre qui est absent présentement, peut-être. Pourquoi ne pas dire la vérité? Les autres ont des choses à cacher? Non, pas nécessairement, mais comme je vous ai dit, si vous n'avez pas l'invitation, vous ne pouvez pas rentrer. Vous n'êtes pas non plus un représentant de la loi. Non, mais apparemment, les représentants de la loi n'ont pas bien fait leur travail. Eh bien, si vous souhaitez que je dise la vérité, ça ne me dérange pas. Je peux aller avertir Mme Abernathy et elle-même pourra décider de la suite des choses. Vous pouvez mentir, mais je ne vous garantis pas que j'y arriverai moi-même. C'est vrai que tu le mets vraiment dans une position de marde. Il est vraiment comment. Il sait pas trop quoi faire. Il fait OK, attendez-moi ici un instant, s'il vous plaît. Attendez-moi ici un instant. Puis, il rentre puis il ferme la porte. Il la ferme comme devant toi. Et tu attends quelques minutes finalement, ou quelques secondes devient quelques minutes. Et tu entends des gens à l'intérieur, des personnes qui se mettent à s'esclaffer, de rire. Et par la suite, il y a une espèce d'étrange bruit qui te vient à l'oreille, une espèce de... Et au premier abord, ça serait quelque chose de très étrange, mais après quelques secondes, tu comprends qu'il s'agit en fait de poudre de magnésium qui a été comme explosée pour la photographie. Et il y a même un flash de lumière qui apparaît comme non loin de toi dans le coin d'une des fenêtres, là, qui vient comme refléter sur les rideaux de la fenêtre. Et après quelques minutes, la porte s'ouvre de nouveau, le jeune homme sort et il dit j'ai joué franc jeu, j'ai dit à Mme Abernathy pourquoi vous étiez ici. Je commençais à me sentir un peu mal, si je devais mentir, et il est d'accord pour vous rencontrer dans ses bureaux afin de discuter de la situation. Bravo pour votre honnêteté, mon cher. Merci, j'ai été bien élevé. C'est sûr qu'il s'arrange un peu sa chemise, puis il fait « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Je le suis. Parfait. Vous rentrez à l'intérieur de la dite maison et tu vois vraiment que celle-ci a été démantelée de l'intérieur. C'est plus du tout une maison normale, c'est plus séparé en pièces vraiment, plutôt qu'en très grande salle, on va dire, thématique à la photographie. Logiquement, du moins, de ce que tu vois pour l'instant, il n'y a personne qui pourrait vraiment habiter là. S'il y a des gens qui habitent, ils doivent habiter au deuxième parce que le niveau où vous êtes, le premier étage, ce n'est que des grandes pièces qui sont thématiques à différentes ambiances pour pouvoir faire de la photo. Puis tu vois également qu'il y a un coin où il y a plusieurs morceaux de poteaux métalliques qui ont été installés à l'horizontale pour pouvoir mettre des costumes ou des habits particuliers. Et définitivement, tu es dans une société très select parce que les gens, justement, ont des comportements qui seraient peut-être répréhensibles si on les verrait faire de la sorte dans le milieu de la rue. Je parle rien de comme, sexuellement comme horrible, là. Je parle plus que genre les gens sont plus genre à se mettre la main sur l'épaule, tu sais, ce qui serait comme répréhensible en 1890. Là. Donc, tu sais, une épaule, des choses comme ça. Fait que, tu vois que il y a plusieurs personnes, beaucoup, sont peut-être, t'en comptes peut-être, du moins au moment où tu rentres, un peu plus d'une vingtaine. Qui sont placés dans différentes pièces en train de discuter. Il y en a beaucoup qui sont en train de prendre des pauses alors qu'il y a des appareils photo qui sont placés devant eux et qui doivent attendre comme le 3 minutes que soit passé pour pouvoir ensuite se déplacer parce que sinon la photo se prend mal. Et le jeune homme en question, lui, te fait traverser une espèce de corridor qui connecte à toutes ces pièces-là. Une espèce de corridor central et qui mène, dans le fond, au deuxième étage de la maison. Et une espèce d'escalier un peu en colimaçon qui grimpe à un deuxième étage. Et si tu le suis, tu vois que autour de vous, il n'y a rien de, je dirais, de familial. Il n'y a rien qui laisse dire « OK, c'est la maison de telle famille ». Ce qu'il y a là sur les murs, c'est des photographies des différents membres de l'obscura, de la société. Et souvent, justement, c'est dans genre « OK, ben on avait fait tel type de journée cette journée-là et tout le monde était habillé comme en bizarre de costume. Puis là, c'est la photo qui est accrochée là. Vous arrivez au deuxième étage
Et en dos deuxième, tu vois que le tout est relativement plus normal en termes de positionnement, de place, de salle, même de mobilier. C'est beaucoup plus classique. Et il t'apporte à une petite porte fermée située à votre gauche où il donne 2 petits coups dessus avant de finalement ouvrir par la poignée. Et au moment où il rentre la tête à l'intérieur, il dit Madame, tu vois que pendant quelques secondes, il arrête, puis il se rend compte qu'il t'a jamais demandé ton nom. Et il ressort sa tête, puis il te regarde, puis il fait Quel est votre nom? Villanelle. Merci. Madame Villanelle est ici pour vous parler, Madame Abernathy. Et tu entends la voix d'une femme qui ça sonne un peu raillarde, là, comme si elle avait un chat dans la gorge. Elle fait comme oui, faites-la rentrer. Et à ce moment-là, le jeune homme ouvre la porte, il se met un peu sur le côté pour te laisser passer. Et tu vois en fait une très grande pièce remplie de papiers, d'ouvrages, d'appareils photo démontés, des morceaux de pièces qui sont dispersés un peu partout, un grand tapis très épais avec des bibliothèques derrière une femme qui est assise derrière elle, un grand bureau en bois, et elle est penchée par-dessus justement des ouvrages et autre chose comme ça. Et tu vois qu'elle est comme en train de finir de s'habiller en même temps. Elle a comme une espèce de costume de pirate qui est en train de se mettre un peu sur le côté, là. Et tu vois qu'elle lève la tête vers toi. Elle a les cheveux un peu mis en chignon sur sa tête, mais il y a plusieurs couettes qui débordent de chaque côté qu'elle a faites comme vraiment très rapidement avec un maquillage tellement prononcé que tu as l'impression de regarder un peu un raton laveur. C'est vraiment comme les yeux noirs. Et un petit nez pointu, une petite bouche aussi. Elle lève la tête vers toi, elle fait désolé, je ne pensais pas. Un instant. Puis tu vois qu'elle finit par s'habiller, comme ça, elle se met une espèce de costume de pirate, puis elle peint un genre de faux tricorne, un peu fait avec des morceaux de vêtements rapiécés ensemble, puis elle se le met sur la tête, puis elle te regarde, puis elle fait Qu'est-ce que je peux. Oui, Madame Abernathy, pour vous. Et vous êtes Villanelle Bellacqua. Mais Villanelle Bellacqua. Tu vois qu'elle semble chercher dans sa tête un peu, voir si elle a déjà entendu ton nom, puis elle fait non, je ne vous connais pas, ni directement, ni indirectement. Est-ce que vous avez un membre de votre famille qui est membre de l'Obscura? Non, nous avons ça en commun. Je ne vous connais pas non plus. Bon, fort bien. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Villacqua? En fait, j'ai été mandatée par Monsieur Lévy pour faire des recherches en ce qui concerne la disparition de sa femme, Pénélope Lévy, qui aurait été vue pour la dernière fois chez vous. Oui. Tu sais qu'à ce moment-là, il y a une espèce d'air un peu plus sobre qui embarque sur son visage. Effectivement, oui, Madame Lévy a disparu. Étrange histoire, très, très, très étrange histoire. Je dois vous avouer que ne pas trop comprendre réellement ce qu'il en était. Elle n'était pas à ses premiers tergivérations ici dans la société. Elle était membre depuis de cela quelques années tout de même, par famille, bref, de lien par lien, elle était invitée et tout ça. Je dois vous avouer ne pas trop comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'était une journée tout ce qui est plus banal et au courant de la journée, elle a tout simplement disparu, sans laisser de traces. C'était dans la journée et non pas dans la nuit. Oui, désolé, c'était dans la nuit, tout simplement pour dire au courant du moment qu'elle était ici, dans la maison. Il n'y a pas eu un laps de temps. Madame Abernathy, si je peux me permettre? Oui. Il faudra être le plus précise possible. Je n'ai pas de temps à perdre. Oui. Merci. Donc... Elle sait que tu sais que vous ne serez jamais de chum. Je vais dire, puisque vous dites qu'elle fréquentait depuis déjà un petit moment votre société, avec qui avait-elle des relations plus profondes ou des relations amicales? Écoutez, vous savez, vous n'êtes pas réellement membre de la société, donc je me sentirais très mal de devoir
soulever quelques comportements qui pourraient être répréhensibles de tout ce qui se déroulerait à l'extérieur de cette maison. Donc, tout ce concernant la vie personnelle de Mme Lévy, bien sûr, outre son époux, je ne me sens pas très à l'aise de devoir vous mentionner quoi que ce soit présentement. Donc, vous ne pouvez pas me dire la personne ou les personnes qui seraient les plus intéressantes à interroger dans le but de m'aider. Oh, ben, dans le cas de vouloir discuter avec des gens, je peux, oui, vous mentionner quelques individus qui étaient très proches de Mme Lévy, entre autres. Ben, du moins, des gens qui tu sais, elle essaie de comme trouver comme des manières de tourner des phrases, là. Fait des gens qui avaient les passions communes pour la photo et les mêmes thématiques de photographie, entre autres. Oui, bien sûr, il y a monsieur Burt Brodswell, entre autres, et également monsieur Cyrus Abernathy. En fait, mon cousin, Cyrus Abernathy, si jamais vous avez l'occasion de le voir, il est situé en bas, un gentil monsieur. Monsieur aussi, monsieur Periwinkle Underwood et Madame Van Cat aussi. Ça fait beaucoup de monsieur, ça. Oui, eh bien, tout de même, la photographie demeure encore, du moins pour l'instant, une activité encore très masculine, eh bien que nous tentons, vous et moi, de changer la vapeur, n'est-ce pas? Quand j'étais en bas et que je voyais la vingtaine de personnes, est-ce que c'était plutôt mix ou... Ah, voilà le chat. Pardon. Ou s'il y avait vraiment plus d'hommes? Il y avait, tu dirais peut-être plus d'hommes, mais ce n'est pas un club de chasse, dans le sens que, genre, il y a des femmes aussi. OK. Donc, je vais la regarder franchement et je vais lui dire, Madame Abernathy, regardez-moi. Je suis la dernière personne qui peut se permettre de juger les gens à cause de leur comportement répréhensible. Aidez-moi à vous aider. Oui, mais bien, je tentais de vous nommer des noms sans nécessairement en dire plus, mais oui, effectivement, sauf qu'elle attend un peu, puis je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet. Un jet. Ça va être... juste pour être sûr, parce que je ne suis pas encore nécessairement à l'aise avec la description des... Blablabla, ça serait plus présence. Parfait. Et 9. 9? OK. Bon, écoutez, je ne voulais pas nécessairement en dire plus que de raison, mais effectivement, vous êtes là pour m'aider. Ou du moins nous aider, parce que je dois vous avouer que depuis la disparition de Mme Lévy, la police qui se mêle, son époux qui nous envoie des lettres de menaces et qu'il craint que nous l'ayons assassiné ou peu importe quelle autre folie, je dois avouer que nous sommes un peu inquiets de notre vie privée. Donc oui, Mme Lévy, elle avait entre autres 2 amants avec qui elle trompait son mari, ici même à l'intérieur de la société. Oui. Et est-ce que ces 2 hommes sont parmi ceux que vous m'avez nommés? Oui, il y a mon cousin, Cyrus, gentil jeune homme, un peu simplet, mais très, très sympathique. Et bien sûr, monsieur Periwinkle Underwood. Vous me permettez d'aller leur parler. Sont-ils tous les 2 présents ce soir? Oui, ils sont tous les 2 présents. Je crois que Underwood est dans la salle du Maharaja et que mon cousin se tient plus dans la jungle. Merci. Et vous pouvez compter sur moi pour être muette comme une tombe. Cela fait partie de mes nombreuses qualités. Je suis persuadé que vous en avez de nombreuses et j'espère réellement que vous allez pouvoir régler la situation de la disparition de Mme Lévy. C'est vraiment très, très dramatique. Et il y a un beau contraste quand elle dit ça, puis comme un moment, elle attrape un genre de sabre en bois qu'elle se met dans son costume de pirate. Puis elle fait je vous accompagne jusqu'au premier. Je vous suis.
Elle ferme la porte derrière elle, elle la barre, puis elle enjambe le pas pour descendre au premier étage. Et ça prend un peu la formule, je te dirais, c'est ça un peu ce que je trouve très cool dans ce scénario-là, c'est que c'est comme un espèce de huis clos, mais en mode un peu sandbox, où tu es assez libre d'aller où tu veux dans la maison, à essayer de questionner les gens, essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, où est-ce que vous atteignez, en fait, le premier étage, Madame Bernati te dit si ça ne vous dérange pas, j'avais une séance de photographie dans la salle marine. Donc, vous êtes mon invité pour ce soir. Je suis absolument convaincu que vous êtes ici pour nous aider. Et de ce fait, si des gens vous posent des questions, vous demandent du moins votre accréditation, dites-leur que c'est moi-même qui vous a permis d'être ici. Vous m'envoyez choyer. Il fait bonne investigation. Puis elle s'en va avec son chapeau de pirate, puis elle se dirige en direction d'une salle annexe où tu vois qu'il y a comme des espèces de grands morceaux de bois peinturés en vagues qui ont comme été installés, puis qui se promènent dans même des gens qui déplacent des morceaux. Et donc, c'est un peu ridicule tout d'un temps, comme très sérieux comme situation. Donc, qu'est-ce que tu fais? OK. Déjà, j'avais 2 questions plus au niveau de la bâtisse en soi. Oui. Quand elle a verrouillé la porte, est-ce qu'elle a verrouillé avec une clé? Oui, elle a verrouillé avec une clé. OK, parfait. Et tout à l'heure, tu as dit que dans le corridor ou en montant, du moins, on voyait des photos de certaines personnes. Est-ce que moi, je sais de quoi elle avait l'air, Penelope Levy? Absolument. Même, je te dirais même que tu savais probablement de quoi elle avait l'air avant même d'avoir le contrat, puisque ça commençait à être une assez grosse star, justement, du cinéma muet. Donc, oui, okay. Tu as une bonne image de la femme, une espèce de jeune femme mi-fin vingtaine avec les cheveux noirs assez courts qui remontent un peu en boucle sur les côtés. Et elle a été très populaire dans de nombreuses vues d'une durée de 15 minutes, puisqu'on se rappelle, on est des années 1800. C'est pas des gros films. Donc. OK. Puis, juste pour savoir, même si je sais que c'est un peu à retardement, est-ce que j'ai vu une des photos qui la représentait? Je vais regarder ça. Oui, je te dirais que oui. Tu en as vu quelques-unes même. Elle était sur plusieurs photos. Des photographies qui sont accrochées au mur. Quelques-unes, je te dirais peut-être sur une échelonnée sur quelques années parce qu'il y a les dates qui sont marquées dessus. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voulais voir sur ces photographies-là concernant elle, autre qu'elle y était? Oui, j'aurais aimé savoir si elle était accompagnée sur les photos et pouvoir, en allant questionner les gens, voir si c'était des gens qui l'accompagnaient sur les photos. OK, parfait. Je te dirais qu'une fois que tu prends le temps de vérifier, effectivement, tu la vois qu'elle est souvent située un peu comme prise en sandwich entre 2 gars, 2 monsieur qui reviennent souvent. Bien qu'à un certain moment donné, tu vois qu'une des photos, un des 2 gars n'est pas là, alors que sur l'autre photo suivante, les 2 sont là. Il y a comme eu des laps de temps, veut pas qu'ils sont passés, des gens qui étaient occupés, mais elle était souvent avec les mêmes personnes. Et toujours des airs très sérieux, si c'était des photos qui étaient plus officielles. Mais définitivement, veut pas, comme je mentionnais, c'est des photos qui ne seront jamais sorties à l'extérieur de cette maison aussi. Donc, tu as des photos un peu plus loufoques sans nécessairement dire des positions suggestives, mais du moins, tu sais, des photos où est-ce que genre elle est comme en habit un peu vêtu seulement d'un drap avec un air surpris, puis il y a genre des messieurs autour d'elle habillés comme en Tarzan, tu sais, qui se déplacent. Tu sais. OK. Puis, dernière chose que j'aimerais vérifier, si c'est possible, j'aimerais voir si, entre les différents portraits d'elle, il semble y avoir un changement important peut-être dans son apparence. Est-ce qu'elle a l'air plus fatiguée? Je vais voir s'il y a une sorte de déchéance chez la jeune femme. Ça se peut que ça soit trop précis, là. Non, j'aime ça. Je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un jet de reason pour ça. OK. J'ai 9 encore. 9 encore. Effectivement, tu remarques qu'à mesure que les années avancent, ou du moins à mesure que les photos se succèdent, elle commence à avoir des airs un peu plus, je te dirais pas nécessairement
Oui, oui, inquiet, ça serait le terme. Inquiet, des airs sérieux, et même que sur une dernière photographie, tu as l'impression de voir peut-être une des mains fermes d'un des deux hommes sur son épaule. OK, parfait. Parfait, donc je prends ça en note dans ma tête et je vais tenter d'aller chercher le cousin, donc Cyrus, si j'ai bien compris. Oui. Et là, je ne me rappelle plus si lui était dans la jungle ou dans l'autre salle dont je ne me rappelle plus le nom. Cyrus, il était dans la jungle. OK, donc j'imagine que je vais devoir déambuler, chercher un peu parce que je n'ai aucune idée d'où se trouve la jungle. Absolument. Absolument. Fait que tu te promènes un peu autour et alors que tu passes devant une première pièce qui ressemble un peu à une espèce de pièce décorée à la manière de l'Olympe avec des genres de décorations, des draps blancs puis des faux piédestals avec du monde comme habillé en toche blanche puis un monsieur qui a une fausse barbe puis des choses comme ça. Et il y a des gens qui commencent à prendre la pause pour se faire prendre en photo et soudainement, il y a genre le grand flash de lumière qui vient à éclairer l'ensemble de la pièce pour vous aveugler tous pendant quelques secondes et ensuite pour faire retomber les petites particules de magnésium à la manière d'une petite pluie fine qui tombe autour de vous. Et les gens sont tous... Même si à un certain point, c'en est ridicule, ils ont tous l'air très impliqués dans leur rôle et aussi dans leurs immobilités, parce que c'est un moment-là où est-ce que les gens doivent rester immobiles lorsque la photo se fait prendre. Et tu vois que les photographes, c'est souvent des gens qui sont aussi déguisés, costumés, qui font partie de ce regroupement-là. C'est pas du monde qui sont invités. Et il y a même comme des discussions qui se font autour du concept même de la photographie en général. C'est des gens qui échangent sur différents types de modèles qui sont apparus, différents types de prises d'images qui sont apparus au courant des dernières années et du monde qui sont très, très pointus dans leur expertise de leur passion. Et alors que tu déambules ainsi et là on va dire dans les différentes pièces, ton objectif est vraiment tourné à la recherche de M. Abernathy. Et ouais. au bout de quelques minutes, tu arrives devant justement l'entrée d'une espèce de grande salle où il y a de nombreuses plantes qui ont été comme placées, éparpillées un peu partout sur le sol, avec de la terre même directement sur le plancher. Tu vois qu'il y a des draps verts qui ont été accrochés aussi sur les murs avec des fausses lianes qui pendouillent un peu. Et il y a des messieurs puis des madames qui sont soit en habits d'animaux de la jungle ou même justement comme en monsieur Tarzan un peu. Et il y en a même un qui est comme habillé classique Alan Quatermain, exploration de l'Afrique dans les années 1800 avec le de chapeau, là, et sont tous là un peu en train de prendre la pause, d'échanger, de discuter. Et les gens te jettent des regards, pas parce que tu es une inconnue, plus parce que tu n'es pas en habit de costume de peu importe. Il n'y a pas de salle thématique ballet gothique, on va dire ça comme ça. Okay? Fait qu'ils ils savent que tu n'es comme pas en costume de quelque chose. OK. Donc, parmi les gens qui sont là, j'imagine que je reconnais l'un des hommes qui posait avec Pénélope. Oui, effectivement. Okay. Tu vois M. Abernathy, qui est le cousin, un monsieur dans peut-être début quarantaine, mi-quarantaine, petit pinch, assez épais, les cheveux frisés, relativement assez longs. Probablement qu'il était autrefois blond, mais ça tourne un peu vers l'espèce de blond, un peu blond, pâle, parce qu'il commence un peu à vieillir. Et lui, il est en habit tu vois qu'il porte un espèce de costume de gorille un peu qui a été rembourré. Ça ressemble à de la vraie fourrure, en fait, qui a été comme articulée sur des morceaux de bois. Et il tient comme sa tête de gorille en dessous de son bras, puis il est en train de discuter avec des gens. OK. Est-ce que c'était celui qui avait l'air de tenir l'épaule de Pénélope d'une main ferme sur la photo? Oui. D'accord. Donc, je vais m'approcher de lui et lui dire Monsieur Abernathy, Cyrus? Il se tourne vers toi et il était comme prêt à faire face à quelqu'un qu'il connaissait, mais à sa surprise de voir quelqu'un qu'il ne connaît pas, il lâche une tige. Vraiment, il essaie d'être très rapide sur la gâchette en quelque sorte. Puis il fait « Oh, est-ce que vous êtes ma nouvelle Jane par hasard? » Définitivement pas. Je m'appelle Villanelle Bellacqua.
j'ai des questions pour vous en ce qui concerne Penelope Levy, surtout sa disparition. Je trouve que son espèce d'air un peu coquille tombe immédiatement au moment où tu mentionnes la disparition de Pénélope. Puis il fait oui, quelle étrange disparition, effectivement. Oui, venez, nous allons nous asseoir dans les fauteuils pour pouvoir discuter, c'est très compréhensible. Tu sais, qui se tourne vers les autres qui sont présents, puis il fait comme, je reviens, je vais discuter, Puis il s'éloigne avec toi. Tu vois qu'il boite un peu de la jambe, comme s'il avait peut-être eu une blessure ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, même où est-ce que tu le vois boiter, tu remarques qu'il y a des cicatrices au niveau du cou et même au niveau du visage. L'Angleterre étant en guerre contre l'entièreté de l'univers à ce moment-là, c'est pas impossible qu'il a déjà été au front pour une quelconque raison. Et vous vous dirigez un peu sur le côté, toujours dans la même salle. Il y a des espèces de petits bancs un peu rembourrés coussins avec des petits tabrons qui sont installés. Et vous vous asseyez là, puis il dépose sa tête de gorille sur la table et il lève la main pour comme demander un verre à quelqu'un. Puis tu vois qu'il y a une espèce de majordome, le même jeune homme qui t'a accueilli à l'entrée, qui se penche et qui dépose devant lui une espèce de coupe remplie de ce qui semble être un champagne. Il en dépose aussi une devant toi, même si tu ne l'as pas demandé. Il s'en va par la suite, puis il fait ah, mon Dieu, Madame Lévy, quelle disparition tragique. Elle était tellement impliquée à l'intérieur de la société. C'est vraiment, vraiment triste. Oui, et quelle fonction occupait-elle? Oh, bien, vous savez... Puis tu vois, à ce moment-là, il s'arrête et il fait attendez un instant, mais vous n'êtes pas membre. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous. Et qui vous envoie? En fait, c'est quelqu'un de sa famille qui m'envoie. Et sachez que votre cousine, qui semble être la figure d'autorité ici, m'a donné la permission d'interroger toute personne que j'avais à interroger. Effectivement, mais je n'avais pas besoin non plus d'être désagréable. Il fait prenez un verre. Voyons donc ceux qui pognent sa coupe, puis il commence à la boire assez rapidement, puis la dépose devant lui, puis il fait écoutez, je vais être franc avec vous. Pénélope, bien qu'elle était une femme à caractère fort et qui avait, on va dire, tête sur les épaules et qu'elle était très tournée vers l'efficacité et qu'elle avait un beau futur devant elle, dépendait tout de même assez financièrement de son époux à certains égards. Et de ce fait, c'était très plaisant d'avoir une femme qui pouvait avoir accès aux finances de son mari pour payer de nombreuses activités à la société, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, mais n'est-ce pas la position de la majorité des femmes de dépendre de leur mari? Ce n'est pas particulier, en fait. Non, effectivement, sauf que celui-ci s'intéressait très peu à la société. Il n'en avait que faire, donc, et il aussi, il est très aisé financièrement, donc ça ne lui dérangeait absolument pas qu'elle dépense autant d'argent. Alors que pour d'autres, je dois vous avouer qu'avec le nombre de pièces qu'elle a mis sur ces activités que nous faisons ici, à un certain point, je vous avoue que moi-même, ça m'aurait fait sourciller un peu si elle avait été mon épouse. Ce qui n'était pas le cas, évidemment. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais vous, ça vous profitait qu'elle dépense plusieurs piécettes pour votre société? Oui, bien sûr. Bien sûr. Qui non? Je veux dire, nous ne sommes pas faits en bois, tout de même. Au-delà d'être d'une présence très plaisante, elle était... oui, elle était financièrement très aisée et ça aidait énormément, mais au-delà de cela, justement, elle était très, très agréable à côtoyer, aussi très intéressante à écouter parler, tout cela. Donc, je dois vous avouer que bien que c'est un avantage, sa disparition nous touche tous personnellement. Est-ce que je peux faire quelque chose pour savoir s'il est sincère? Oui, bien sûr. Tu pourrais me faire un jet de insight. Je suis tellement habitué à Donjon Dragon. Tu vas pas me faire un petit jet de... Je vais juste regarder un petit peu. Il y a des jeux aussi qui sont comme des jeux un peu plus...
Non, on va y aller tranquillement avec un jet d'habilité bien classique de nuit. Ça va être un jet de... je te laisse choisir, parce que je suis aussi un peu là-dessus. Là. Je te laisse choisir. Soit que tu fais appel un peu plus à ce qu'on veut ton côté humain pour pouvoir avoir une petite touche plus personnelle avec lui, c'est-à-dire que ça serait un jet de présence, ou tu essaies plus de décortiquer ses mots et ce qu'il utilise comme terme, ça serait de la reason. Dans les deux, j'ai le même pointage, donc je vais aller avec Reason parce que mon côté humain est moyennement développé. Parfait. J'ai 10. Oh. Tu vois qu'il il te donne l'impression d'être sincère concernant, je dirais, le fait qu'elle était utile, qu'elle était aussi plaisante, bien que ça avait l'avantage d'apporter justement un petit côté monétaire à la chose. Mais je vois qu'il fait ciment, il passe à côté de certains commentaires, que ce soit sa relation avec elle ou autre chose. Tu vois qu'il fait vraiment exprès pour éviter certaines zones de sa relation avec Pénélope. D'accord, parfait. Donc, je vais lui dire... je suis désolée de vous poser une question aussi délicate alors que vous êtes dans un costume aussi ridicule, mais nous allons aller droit au but. Quelle relation entretenez-vous avec Madame Lévy? C'est qu'il lève une espèce de sourcil un peu, puis il y a un coin de sa moustache qui se relève également en même temps, comme si, je ne sais pas s'il était sur le bord de sourire ou de faire une grimace désagréable. Il dit, c'est une question bien personnelle que vous me posez là. Mais... Et quelle réponse souhaitez-vous avoir? La vérité dans le meilleur des mondes. Bon, écoutez, je suis rendu là, je n'en ai pas vraiment que faire, je n'ai rien à cacher. Mais oui, Pénélope et moi avions une relation qui allait au-delà de l'amitié. Comme je vous le mentionnais, elle était très souvent ici. Et je pense qu'à certains points, elle se détachait un peu de son époux. Et oui, j'ai eu une relation avec elle durant quelques années, sans que personne ne le sache vraiment, du moins à l'extérieur de la société. Mais son époux ne l'a jamais su. Et ça s'est terminé éventuellement. Pourquoi? Ça s'est terminé éventuellement? C'est récent, votre rupture? Oui. Je ne suis pas très à l'aise d'en parler, sincèrement. Vous voyez, ça pourrait m'aider puisque ça pourrait me donner un peu accès à comment elle se sentait, qu'est-ce qui aurait pu faire en sorte qu'elle disparaisse. Oui. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un petit jet. Ça va être encore de la reason. Oh non, cette fois-ci, ça sera pas très bon. J'ai eu 6. OK. Toi que vous... tu sais, il fait... tu l'as vu faire comme un mouvement de main sans vraiment trop comprendre de quoi est-ce que ça signifie. Une espèce de mouvement. Tu sais pas si c'était destiné à toi ou à quelqu'un d'autre, mais il a comme levé la main puis il a fait un espèce de claquement de doigts pour signifier quelque chose. Et ensuite, par la suite, il te dit c'est tout de même très, très, très récent. Je dois vous avouer que ça a vraiment un lien avec le fait qu'elle souhaitait rompre, en fait, notre relation puisqu'elle se sentait coupable, du moins de rendre son époux cocu depuis si longtemps avec moi. Je suis attristée d'entendre cela. Il va peut-être falloir que je mentionne ceci à son mari, qui est la véritable personne qui m'a demandé d'investiguer. Il fait « Oh non », mais dit tout de même. Puis tu vois qu'il s'arrête de parler pendant quelques secondes et il y a un gigantesque flash de lumière qui, en fond, explose dans la pièce où vous êtes. Et à ce moment-là, tu as vraiment encore une fois cette espèce d'odeur un peu épicée qui te monte au nez, associé au magnésium qui brûle pour faire justement l'effet de clarté. Et suite à cela, alors que tranquillement ta vue revient, tu vois que comment est-ce que vous êtes placé, positionné face à face avec la table devant toi, lui dans son costume de gorille,
toi devant lui. Il y a quelqu'un qui s'est comme positionné un peu à votre gauche et qui a pris une photo de vous. Dans le fond de la scène. Et tu vois qu'à ce moment-là, au moment où tu finis ta phrase, il dit désolé, je voulais absolument garder un souvenir de cette rencontre. Tout de même, rendez-vous, à quel point est-ce que c'est un peu ridicule alors que nous discutons d'un sujet aussi sérieux et que je sois dans un costume de gorille. Je voudrais avoir quelque chose d'immortalisé pour... Vous avez des drôles d'envie. C'est sûr qu'il bouge pas parce qu'il sait que ça peut comme gâcher la photo. Il reste comme immobile un peu. Puis il fait je suis persuadé que le résultat final va être de toute beauté. Nous avons une salle pour pouvoir, en fond, sortir le tout avec les produits chimiques appropriés. Si vous voulez, du moins peut-être, si jamais vous souhaitez, vous pourriez revenir la voir à quelques reprises. C'est possible. Je vais maintenant aller questionner quelqu'un d'autre et j'espère pouvoir vous amener des informations plus claires sur la disparition de votre ancienne amante. Ça serait très apprécié. Je vous remercie énormément. Et d'ailleurs, je vous dirais peut-être d'aller voir, je ne sais pas qui, ma cousine vous a dit d'aller discuter, mais si jamais vous avez l'occasion de poser des questions à M. Underwood, je crois qu'il n'était peut-être aussi de ceux qui avaient peut-être un certain passé charnel avec madame. J'imagine que cela a créé de l'animosité entre vous deux. Non, pas du tout. Je ne suis pas du genre à vouloir être le roi de la jungle. Vous pouvez voir, je suis dans un costume de gorille. Au revoir, Monsieur Albernati. Madame, puis toi, qu'à ce moment-là, il pogne sa tête de gorille, puis il se la met il se met ça par-dessus la tête, puis il se lève debout, puis il fait comme limite un peu un singe avant de se diriger en direction des autres photos. OK. Quand il se dirige vers les autres photos, il boite toujours, j'imagine? Oui, absolument. Je ne sais pas à quel point je suis en mesure de déterminer, est-ce que ça semble être quelqu'un qui comme boite depuis toujours ou si ça semble être une blessure qui a été faite récemment? Tu pourrais me faire... Je vais te demander de me faire peut-être un jet de... Reason, encore une fois. Okay. Ou je t'aurais dit aussi peut-être aussi un jet de vitalité, dans le sens que tu aurais pu comprendre aussi la mécanique du corps humain, mais je pense que tu es très poche en vitalité, je crois. Fait qu'on va y aller avec Reason. Ouais, j'ai moins 1, puis là, j'ai brassé 10 avec Reason. OK. Tu as déjà côtoyé des gens qui avaient disons, certaines malformités, soit à la naissance ou des choses comme ça, et non, tu vois, définitivement, ça semble être quelque chose qui a été causé par une blessure ou... bref, ce n'est pas quelque chose qu'il a sur lui depuis toujours, même que ça semble encore l'handicaper beaucoup dans son déplacement. Tu vois qu'il n'est pas à l'aise. OK, fait que, mettons, est-ce que je prends déduire que ça date pas d'une guerre d'il y a, mettons, 8 ans? Ou ça, je le saurais pas? Ça serait difficile à dire. OK. Parfait. Donc, à ce moment-là, je vais quitter cette pièce et je vais aller dans la pièce dont j'ai oublié le nom pour rencontrer M. Underwood. Oui, c'est le... Je suis pas sûr que c'était la pièce non, c'était pas le limbe, c'était la pièce du Maharaja. Ouais, parfait. Fait que tu traverses encore une fois différents endroits qui te donnent l'impression de sortir d'un songe, là, alors que tu passes dans une espèce de petite pièce un peu plus concise qui veut une représentation de l'Ouest américain avec des gens déguisés en cow-boy puis des fausses montagnes en carton. Et tu finis par arriver dans une autre pièce qui est cette fois-ci sortie tout droit des contes de Mille et une nuits. Là. Il y a des grands coussins assez épais, très larges, avec des espèces de trucs en satin qui tombent du plafond, puis aussi encore une fois des draps, puis des gens qui sont habillés avec des sarouels, puis des espèces d'étranges costumes qui sont très stéréotypés, que je décrirais pas. Et tu vois qu'elle... Entre autres choses, les hommes sont tous torse nus, alors que les femmes sont souvent dans des costumes un peu plus de compagnie ou des choses comme ça. Et sont en train de comme discuter, entre autres choses. Tu vois qu'ils viennent de terminer comme
une espèce de shooting photo. OK. Parfait. Donc, encore une fois, j'imagine que je reconnais M. Underwood à cause des photos. Oui, tu vois, c'est un homme peut-être encore plus vieux que Monsieur Bernati, un homme peut-être dans la mi-fin cinquantaine, les cheveux gris, un peu léchés sur le côté. Tu vois qu'il porte une espèce de... Habituellement, tu décrirais un costume de l'époque, sauf que là, il porte un genre de veste ouverte avec une espèce de drap enroulé un peu autour de lui. Et il est en train, en fait, de se changer. Tu vois qu'il pogne comme il est en train d'attraper au passage comme un morceau de vêtement. Ça ressemble à une chemise blanche, puis il commence à se la mettre puis à l'attacher. OK. Sans aucun respect des conventions sociales, j'attends pas qu'il ait terminé. Là. Je m'approche de lui pendant qu'il s'habille et je vais lui dire Monsieur Underwood, c'est bien vous? Tu vois qu'il se tourne vers toi puis il fait comme... Et qui ai-je affaire, madame? Bellacqua, Villanelle. Madame Bellacqua, qu'est-ce que vous êtes... Puis il se tourne un peu, voir s'il y a des gens qui semblent te connaître, mais personne ne réagit vraiment. Vous êtes nouvelle au club? Non, pas du tout. Je suis ici, en fait, j'ai été mandatée pour faire des recherches sur la disparition de Penelope Levy. Tu vois qu'à ce moment-là, son visage devient vraiment comme blanc laiteux, là, comme si tu venais de comme, lui annoncer que sa fille était morte. Là. Puis il fait oh, mon Dieu, quelle terrible histoire, ou plutôt quelle étrange histoire. Et vous savez, une partie de moi espère encore qu'elle soit vivante. C'est ce que j'espère aussi. Voyez-vous, je viens à vous car M. Albernati m'a dit beaucoup de mal de vous. Oh mon Dieu. Il fait... Quoi? Qu'est-ce que cette espèce de petit tas de merde vous a dit sur moi? En fait, il m'a dit que vous entreteniez une relation d'infidélité avec Madame Lévy et que vous aviez été vraiment toxique pour elle, d'où sa tristesse des derniers temps. Tu vois que lorsque tu dis ça, son visage passe du blême au rouge. Il semble comme un peu se fâcher. Et il t'attrape un peu comme par le bras, juste pour te tasser un peu des gens qui sont présents. Puis il fait comme genre, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je n'ai jamais rien dit de mal de ça. J'aurais fait du mal à ce pauvre enfant. C'est une espèce de mariage triste. J'ai simplement été présent pour elle, alors que son époux s'intéressait pas à ses propres passions. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Êtes-vous en train de supposer que M. Albernati est un menteur? Eh bien, oui, absolument. Je suis en train de je ne le suppose pas, je l'affirme. C'est un pur menteur. Et vous, d'ailleurs, et vous êtes qui? Vous êtes qui pour pouvoir arriver comme ça et commencer à me poser des questions sur ma sorte? Nous n'avons pas déjà assez souffert de l'aspiration de Mme Lévy que vous devez maintenant arriver et vous commencez à blablabla. Je suis celle à qui on a donné la permission de poser des questions. C'est Mme Albernati elle-même qui m'a donné libre champ pour venir questionner qui que ce soit. Et elle m'a envoyé vers son cousin qui n'avait qu'à dire du mal de vous. Et je ne comprends pas pourquoi ce cher M. Albernati aurait menti. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet, mais cette fois-ci, ça va être, s'il te plaît, un petit jet de sensitivity. OK. J'ai 9. Tu sens que ça semble pas vraiment venir de ce monsieur-là. Là. Il y a comme quelque chose d'autre qui te titille derrière l'oreille, comme si, un peu à la manière d'un sixième sens qui s'éveillait en toi, parce que je veux pas, tu es très sensible à ce genre de choses. Mm-hmm. Tu as l'impression qu'il y a comme quelque chose ou quelqu'un qui a commencé à jeter un regard en ta direction pendant que tu parlais avec M. Underwood, comme si tu avais vraiment des yeux braqués sur toi. Tu as l'impression d'être observé vraiment dans un angle mort de ton regard, là. Comme s'il y avait vraiment une présence qui était penchée par-dessus ton épaule. Et
outre cela, ça ne va pas plus loin, du moins de ta compréhension à ce moment-là. Et M. Underwood te dit tout simplement écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que M. Abernathy vous a dit, mais c'est même de ce qu'il vous a dit après, mais ça reste tout de même que c'est vraiment des pures conneries. Je n'ai jamais rien fait de mal à Mme Lévy. C'est une jeune femme pleine d'enthousiasme et un bel avenir devant elle, et je suis foncièrement désolé de ce qui est arrivé. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, du moins. Il regarde un peu autour de lui, puis il fait êtes-vous un membre de sa famille? Pendant qu'il y avait tout ce discours-là et que je sentais la présence derrière moi, j'aurais aimé, tout en continuant de le fixer et d'écouter ce qu'il dit, me mordre très sauvagement la langue pour que ça saigne dans ma bouche et faire un blood sacrifice pour contacter une Dark Entity s'il y en a une près de moi, parce que j'ai l'impression que c'est le genre de truc de sentir une présence au-dessus de mon épaule que j'ai vécu de façon fréquente, là, vu mon passé au COVID. Parfait. Donc, à ce moment-là, comment ça fonctionne pour les gens qui nous écoutent également? Si vous êtes familier avec des jeux PBTA ou pas, comment ça fonctionne? C'est que, outre les actions, les types d'actions que les joueurs peuvent faire, chaque playbook, chaque classe a des actions qui lui sont spécifiques. Et présentement, de ce que je comprends, ce que tu fais, c'est Rites of Salt and Smoke, c'est bien ça? Exact. Parfait. Ce qui est justement un pouvoir qui est vraiment spécifique à ta classe de Vessel. Fait que je vais te demander de me faire à ce moment-là un jet de sensitivity qui va avec justement le jeu en question. Et là, il y a les effets ou la complication qui, selon le résultat que tu as. J'ai 10. 10, parfait. Donc, sur 10, ta magie fonctionne sans coût supplémentaire. Tu peux me choisir un effet. OK. Donc, j'aimerais... Attends un peu, il faut que je relise. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais le premier, comme faire une chose qui est au-delà des limitations humaines, oui. Est-ce que ça pourrait être de voir l'entité qui ne serait pas visible, qui ne serait pas tangible s'il y a une entité? Oui. Oui, je pense que je te laisse. Oui. Je veux dire, même si je n'avais pas de façon très précise, mais juste comme une forme ou quelque chose, si c'est quelqu'un qui l'a, que cette personne-là glow ou quelque chose comme ça. Là. Absolument. Tu vois que au moment où la personne, le monsieur Underwood devant toi qui parle et qui se lance dans une espèce de diarrhée verbale concernant sa non-implication dans la disparition de Mme Lévy, il discute, tu l'écoutes. Tu te mords la langue au point où est-ce que ça saigne, peut-être même que tes lèvres en deviennent peut-être un peu plus rouges alors que tu es devant lui et tranquillement, tu sens une espèce de vibration dans ton tympan qui vient se cogner, qui vient se répercuter et qui prend de l'expansion pour finalement atteindre ta tête au complet, comme si ta tête était dans un étau qui vibrait. Et tu aperçois au plafond, dans le coin, on va dire, qui suit la ligne entre le plafond et le mur, l'espèce de coin, une espèce de je dirais, ça ressemble presque à une tentacule un peu noire qui suit le mouvement pour descendre un peu sur le mur. Mais c'est vraiment, ça ne semble pas être fait d'une matière quelconque. Ça semble plus être fait de l'absence d'une matière. C'est d'un noir profond, d'ébène. Et si tu... Là, tu pourrais... Je peux te laisser le faire. C'est sûr que ça soit bizarre, mais tu pourrais vraiment te tourner un peu pour voir jusqu'où ça va, mais tu dévierais le regard complètement de la personne devant toi. Non, pour l'instant, je ne vais pas dévier le regard, mais juste pour être certaine que je comprends bien, la tentacule semble sortir du plafond. Non, elle suit en fait le mouvement, c'est qu'elle finit par disparaître de ton angle mort. C'est que elle continue derrière toi. OK, mais elle est comme collée au plafond. Oui. OK, parfait. Mais elle ne passe pas à travers le mur. Non. OK, parfait. Donc, je vais pour l'instant juste continuer à regarder le monsieur et je vais lui dire est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce monsieur Abernathy? J'imagine que vous n'entretenez pas une très bonne relation s'il dit autant de choses négatives sur vous. Écoutez, présume que votre objectif, c'est de régler cette situation le plus rapidement possible. Vous m'avez bien compris. Écoutez, au moment même où
Madame Lévy a disparu. J'avais moi-même, disons, la forte impression que M. Abernathy soit pour quelque chose. Je dois avouer que cet individu, il a toujours eu, du moins depuis qu'il est revenu du Sud, il a toujours eu un comportement plutôt assez erratique. Je pense que la guerre, là, un peu, vous comprenez ce que je veux dire. Et dès que Mme Lévy a disparu, j'ai commencé à, disons, être plus au fait de ses moindres faits et gestes et tout ça. Et je m'en excuse, mon Dieu. Puis toi qui fait, littéralement, il lève les yeux un peu vers le ciel, comme en direction d'une divinité quelconque. Puis il fait, j'ai profité d'un moment d'absence de M. Abernathy pour un peu fouiller dans ces choses. Et j'ai trouvé ceci. Puis tu vois qu'il sort de ses poches une espèce de photographie qui a été ressortie, qui est comme encadrée justement sur une plaquette en métal, à la manière comme c'était fait à l'époque, gravée. Et tu reconnais Madame Lévy. Et elle a un air complètement apeuré. Tu vois qu'elle est seule devant la caméra. C'est une photo qui a été prise. Elle était vivante, elle n'était pas comme genre morte. Puis, non, tu vois qu'elle est devant la caméra, elle prend la pause, mais elle est tétanisée par la peur. Et où exactement avez-vous trouvé cette photo? Il fait disons, dans les affaires personnelles de M. Abernathy. Et est-ce qu'il y a une pièce dans cette maison qui serait une pièce dédiée à M. Abernathy? Mais souvent, nous avons une espèce de petit salon commun qui est sans thématique. Non loin de l'entrée, vous pouvez déposer vos affaires, vos choses personnelles. D'accord. Cette information est très précieuse. Me permettez-vous de conserver la photo? Bien sûr. Puis tu vois qu'il te la tend, puis il fait, de toute façon, je dois s'avouer que l'air qu'elle a à son visage me laisse rien de bon à mon âme et à mon essence. Puis tu vois qu'il te la donne, puis au moment où tu la tiens dans ta main, tu entends une espèce de... Tu veux pas, je considère que tu es encore en contact avec l'entité quelconque. Tu entends une espèce de... Et tu vois la tentacule qui glisse sur le mur pour comme reculer. OK. Je vais dire merci, Monsieur Underwood, et sachez que je ne crois aucun mot qui ont été prononcés par Monsieur Abernathy sur vous. C'est très apprécié, madame. Écoutez, si jamais vous avez trouvé la source de la disparition, j'aimerais que vous puissiez m'en faire savoir. Avec plaisir. Et je vais comme partir vraiment brusquement, okay. Impoli, pour suivre la tentacule qui semble fuir, qui semble du moins réagir à ce qui se passe. Parfait. Tu vois qu'à ce moment-là, tu te tournes de bord pour quitter justement rapidement la pièce et tu fais vraiment comme face vraiment à la situation en soi, tu fais face à, on va dire, la source de la tentacule et tu vois que celle-ci, à mesure que tu la vois un peu plus loin, comme disparaître au coin d'une autre pièce et continuer un peu son cheminement, tu te rends compte qu'elle est de plus en plus large pour finir par donner l'effet d'être comme une gigantesque tache d'encre un peu comme sur le mur. Et comme si elle était, comme si elle se déposait sur toutes les surfaces sans pour autant déranger l'ordre naturel des choses. Elle renverse pas d'objets, elle renverse pas de chaises, rien de ça. C'est comme vraiment comme si elle glissait par-dessus la matière. Et à mesure que la tentacule, tu la vois comme s'éloigner, tu réussis à la suivre, tourner un coin. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un petit jet et là, si tu ne me demandes pas, ça va être un jet de vitalité. OK. Juste une chose, quand tu dis que le tentacule prend tu sais, comme semble toucher à tout, est-ce qu'il reste juste sur le mur ou il envahit même les objets, les meubles et tout ça de la pièce? Du moins pour l'instant, ça reste sur le mur, sauf qu'elle prend de plus en plus d'expansion de largeur. Donc, s'il y a des objets qui se retrouvent sur les murs comme des cadres ou autre chose, ils sont, eux, touchés par la tentacule. Parfait. Et évidemment, les gens qui seraient dans la place, eux, ne remarquent rien. Rien du tout. C'est rien du tout. Tu vois qu'ils le font comme si de rien n'était. Là, tu traverses une salle où est-ce que tu vois des gens comme habillés en cow-boy, puis il y a genre une espèce de tentacule noire sur le mur qui fait...
OK. Au moins, le fait que j'ai l'air inquiet ne dérange personne parce que j'ai toujours l'air bizarre. Exactement. OK, donc 2d6 plus vitalité. Ben, moins vitalité dans mon cas. J'ai 8 parce que j'avais 9. OK, Ouais. parfait. Parfait. J'aimerais ça que tu te marques comme condition que tu es, dans le fond, essoufflé. OK. Alors que tu pars à la poursuite. Parce que oui, pour les gens qui se posent la question, il n'y a pas vraiment de point de vie dans ce jeu-là. Ça y va plus à coup de conditions et à coup de, dans le fond, de cochage de cases. Et éventuellement, je pourrais simplement faire comme « Oui, Marika est morte ». Mais je ne ferai pas ça ce soir. Fait que tu poursuis la tentacule, tu vas à une certaine vitesse, tu essaies en fait de la rattraper alors que tu la vois comme disparaître sur le mur et elle finit par avoir justement une vitesse qui va au-delà de ta capacité physique et tu rentres un peu comme dans un monsieur qui passait par là puis t'es comme genre oh, excusez-moi puis il fait comme oh, c'est pas grave puis là tu continues à courir après et bien que tu réussis à savoir jusque dans quelle pièce elle se rend, au moins est-ce que tu rentres dans la pièce, tu l'as perdu de vue. Tu vois qu'il n'y a plus rien. Okay. Enfin, pas plus. Il y a des gens, il y a des choses, il y a des objets, et plein de choses, sauf qu'il n'y a pas de cette espèce de forme noire. OK, parfait. Là, admettons, le chemin que j'ai suivi, je suis toujours au rez-de-chaussée? Oui, toujours. OK. Et le tentacule m'a fait comme parcourir quoi exactement comme chemin? Est-ce qu'il y avait l'air d'avoir une logique vers où il se dirigeait ou c'était un peu aléatoirement, tu sais? J'aimerais savoir si... Juste pour que ça soit plus clair pour toi, peut-être, j'aimerais savoir si je serais en mesure de prédire vers où il s'en va. J'essaierais de le faire de façon logique. Sinon, peut-être que j'aurais accès à l'astragolomancie, c'est-à-dire le lancer des osselets, pour tenter de prévoir. C'est comme un peu avoir accès à une sorte de pouvoir divinatoire, là, de savoir ce qui va arriver, c'est-à-dire où s'en va le tentacule. Parfait. Je te ferai pas faire de jeu pour ça parce que tu te rends compte que c'est assez logique. La tentacule, lorsque tu l'as vu la première fois et par la suite, lorsque tu l'as comme poursuivi en quelque sorte, tu vois qu'elle faisait tout simplement le chemin inverse de ce que tu as fait au final dans la maison pour finalement retourner à la pièce de la jungle. Où M. Albernati est toujours. Oui. En fait, oui. Tu vois qu'il y a des messieurs en costume de gorille, probablement qui est en dessous d'un de ces costumes-là. OK, parfait. Donc, sans perdre une seule seconde, je me dirige vers lui. Je mets ma main sur son épaule et je l'agrippe fortement comme il l'a fait sur la photo avec Madame Levy. Et j'imagine qu'à mon contact, il se retourne. Tu vois qu'il y a un des singes qui se retourne, il te regarde, il a l'air surpris, puis il enlève son espèce de tête de gorille, puis tu vois que ce n'est pas Monsieur Abernathy, c'est un autre homme qui fait comme Madame! T'es un peu surpris. Je fais juste comme l'ignorer et je vais vers un autre homme déguisé en singe. Parfait. T'arrives à un autre homme déguisé en singe, il enlève également sa tête et ce n'est pas Monsieur non plus Abernathy. Il y en a combien de Monsieur habillé en singe? Ben, de personnes. Il y en a comme 3, mais tu vois que les 3 enlèvent leur truc et ce n'est pas Monsieur Abernathy. Donc, il n'est pas dans la pièce. Il n'y a personne d'autre de costumé. OK, parfait. Dans la pièce en soi, est-ce que je peux prendre du temps pour voir s'il n'y a pas comme une porte qui mène ailleurs, mis à part vers le corridor qui figure, où figurent toutes les autres salles, disons? OK. Est-ce que tu cherches uniquement les portes ou est-ce qu'il y a autre chose que tu cherches spécifiquement? Ben, c'est pas obligé d'être une porte qui est tangible, là. Je veux dire, si c'est une porte qui est magique, j'aimerais ça pouvoir aussi la détecter d'une certaine façon. Avec le Blood Sacrifice, je peux le faire aussi. Mais je pense que je vais tenter à la base de trouver d'abord une porte tangible et si jamais je trouve rien, de regarder si magiquement il n'y a pas quelque chose pour s'échapper ou se sauver. Parfait. Oui. Tu peux me faire un petit jet de reason à ce moment-là, s'il te plaît. Et ma condition, ça ne change rien. Ça ne me donne pas des malus ou des trucs comme ça. Non, pas du tout. Ça se pourrait qu'éventuellement, je considère que cette condition-là te donnerait un désavantage sur un jet ou même ça pourrait être un avantage dans d'autres circonstances. C'est assez modulaire comme système au final. Ouais. OK, parfait. Donc, reason, j'ai 7. Ouf. OK.
Tu jettes un coup d'œil autour de toi. Tu ne vois pas du moins d'autres manières de sortir de cette pièce-là que de passer par le passage que tu as déjà emprunté ou de retourner dans le corridor. Par contre, au moment où tu jettes un regard, il y a quelque chose qui attire ton attention et tu vois qu'en fait, c'est la caméra qui a été utilisée pour te prendre en photo avec M. Abernathy qui demeure comme au même endroit où est-ce qu'elle a été placée, bien qu'elle ait été vidée dans le fond de son contenu. Et tu as l'impression de comme t'as comme l'impression que c'est comme si la source du moins de cette espèce d'obscurité-là que tu as vue tout à l'heure se terrait dans ses environs. OK. Genre autour de la caméra. Oui. OK, parfait. Et, OK, parfait. Ce que je vais faire, est-ce qu'il y a quelqu'un à la caméra ou la caméra est juste là? Elle est juste dans là, la pièce? Dans la pièce. OK, parfait. Donc, à ce moment-là, je vais m'en approcher et je vais, je crois, prendre un des osselets que je lance habituellement et je vais en prendre un pointu. Je vais me couper un bout de la main et je vais mettre ma main qui saigne minimalement sur la caméra. OK, pour faire dans le fond ton blood sacrifice. Ouais, pour voir si je ressens quelque chose de particulier. J'imagine, là, tout à l'heure, ça a été un peu vite, j'imagine que lorsqu'il y avait les flashs de caméra, ça me mettait particulièrement mal à l'aise parce que tu semblais dire qu'on était aveuglé pendant un instant, ouais. Puis cette idée d'être comme pas en contrôle, d'être un peu carrément pas en maîtrise de nos sens puisqu'on est aveuglé, tout ça, c'est surprenant. Ça me remet probablement justement dans ces moments où je me concentre pour avoir accès à autre chose. Fait que c'est sûr que ça me trigger un peu, j'imagine, la caméra et tout ça. OK, parfait. Parfait. Tu peux me faire ton jet. Ouais. Fait que ça, c'est toujours avec sensitivity. Toujours avec sensitivity. Je vais te donner l'avantage vu la belle description que tu viens de me faire parce que je suis un petit peu dans le fond. Ça veut dire que je peux en lancer trois. Tu peux relancer un ouais, en fait, ce qui va se passer, c'est relance ton D6 le plus bas, puis tu gardes en fait les deux meilleurs. OK. Ah bon, c'est la même chose. Donc, j'ai 9. 9? Non, excuse-moi. Non, plus 2, j'ai 10. 10? Bon, parfait. Tu peux me choisir un effet dans le... OK. Je crois que mettons, si je choisis Observe another place or time, est-ce que je peux choisir la place que je veux observer? Mettons, est-ce que je pourrais observer où est M. Abernathy en ce moment? Oui, absolument. Ça, je pourrais te laisser. Parfait. C'est ce que je vais choisir alors. En posant ma main pleine de sang, peut-être pas pleine, mais avec un peu de sang sur la caméra, je voudrais voir. Et ce serait cool que ce soit un peu à travers l'œil de la caméra que je vois comme la pièce où Abernathy s'est sauvé. Parfait. Du moins, s'est sauvé dans une pièce. Tu mets ta main sur la caméra et au moment où tu la places dessus, tu as vraiment... cette espèce d'impression-là que tu déposes en fait ta main sur comme à la manière, je décrirais ça un peu comme une poignée de porte menant vers un autre endroit. Et au moment où tu déposes la main, tu aperçois dans ton esprit Monsieur Abernathy qui est dans une salle obscure au 2e étage de l'endroit, en train de, justement, de comme préparer des photos. OK. Il s'est pas sauvé, il n'est pas parti de l'endroit, il n'est pas parti de l'établissement. OK. Puis, tu sais, tantôt, quand je suis allée voir Mme Abernathy dans son bureau, est-ce que j'ai pu avoir accès à combien de portes à peu près il y avait au 2e étage? Il semble y avoir combien de pièces en haut? Tu dirais peut-être 3 pièces maximum. OK. Dont le bureau de Mme Abernathy. Dont le bureau. OK, parfait. Donc, à ce moment-là, je vais me diriger vers le 2e étage pour aller voir dans les 2 autres pièces. Parfait. Tu montes au 2e, tu sais que l'endroit menant au bureau de Mme Abernathy est situé à ta gauche. Tu pourrais aller, dans le fond, tout droit pour pouvoir prendre la porte en face ou tourner à droite. Mais je te dirais que, vu la situation, tu aurais le réflexe d'aller vers l'avant, alors que celle d'à droite, tu s'aperçois de la lueur sous le portail de la porte, alors que celle d'en avant, ça semble être très obscur.
OK, et que c'était tout noir où il était lorsque je l'observais. Parfait. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller tout droit. Puis lorsque j'arrive en haut, je ne vois plus le tentacule. Non. OK. Je vais aller tout droit. Et avant d'essayer d'ouvrir la porte, j'essaierai peut-être juste de, bonne vieille tradition, coller mon oreille pour voir si j'entends M. Abernathy parler avec quelqu'un ou... j'ai comme l'impression, selon, tu me diras si c'est pas logique que je pense comme ça, là, mais vu que je suis une sorcière, je pense que ce serait logique. Là. J'ai comme l'impression que M. Abernathy travaille avec les forces obscures, là, puis qu'il pourrait être en train d'incanter quelque chose ou de faire quelque chose de maléfique de l'autre côté de la porte et que je pourrais peut-être entendre ce qu'il est en train de faire. Parfait. Tu te colles l'oreille et effectivement, tu l'entends parler, mais tu ne saurais pas te dire s'il parle à quelqu'un ou s'il se parle à lui-même. Mais tu vois qu'il il décrit un peu ce qu'il fait actuellement afin de préparer justement l'édite photographie. T'entends comme un produit qui se fait comme verser quelque sorte, t'entends un petit comme quelque chose de justement un lien plus avec de la fumée ou du feu. Et il décrit un peu on va dire, les différents processus avant de finalement répéter. Tu l'entends mentionner comme une phrase, il fait oui. Il fait oui, une photographie. Une photographie faite de ce moment avec Madame Belacroix, ce moment où, bien sûr, un fragment de temps qui ne reviendra pas alors que j'étais dans un horrible costume de singe. Ça demeure assez particulier. On dirait presque un petit micro-univers prisonnier de fragments de temps. Puis tu l'entends comme shaker comme des photos. Là. Il est en train de comme placer des choses, mais il n'a pas l'air d'être en train de marmonner une cérémonie ou parler avec une entité quelconque. C'est ça. Puis la voix que j'entends est la même voix avec laquelle... Oui. OK, parfait. Excellent. Donc, à ce moment-là, je vais vérifier si la porte est déverrouillée. Oui, elle est déverrouillée. Je vais entrer, cette fois-ci, sans cogner. Parfait. Et vraiment juste brandir la photo de Mme Lévy qui est terrifiée et dire oui, une photo d'un fragment, d'un moment qui ne reviendra jamais. Okay, il est comme surpris quand tu rentres, puis il fait Madame Belacroix, oui, effectivement, comme vous le mentionnez, photo d'un moment qui ne reviendra pas. Vous pouvez voir sur je me demande bien justement où est-ce qu'elle était passée, cette photographie de Mme Lévy. Je l'ai prise quelques jours avant sa disparition avec elle. Voyez-vous, je lui ai demandé de prendre un air un peu plus terrorisé. Vous savez, en fait, non, vous ne le savez probablement pas. Lorsque nous sommes confrontés à des événements particuliers comme, disons, la mort, admettons. Je parle, par exemple, lorsque j'étais en Afrique pour la guerre des Boers, il est arrivé souvent que j'ai dû enlever la vie à des gens, vous comprenez, c'est arrivé, je l'ai fait pour la couronne et tout. Et il y a toujours ce petit moment très précis, ce petit laps de temps qui demeure temporaire et qui se perd dans le temps où nous pouvons concevoir que la personne devant nous est complètement terrorisée du fait qu'elle sait qu'elle va mourir. Et j'ai toujours trouvé ça très dommage de ne pouvoir jamais garder des souvenirs de ce moment. Alors que j'ai pu réussir à prendre ce moment précis sur Mme Lévy. Juste avant qu'elle ne meure. Je n'ai jamais dit qu'elle était morte. Je disais qu'elle craignait de mourir. Mais c'est étrange que vous vouliez capturer ce moment et que Mme Lévy soit par la suite disparue. Oui, écoutez, comprenez-moi, pour vrai, le simple fait de savoir qu'elle voulait retourner auprès de son époux m'a vraiment mis dans une colère profonde et de vous voir tout à l'heure me poser tant de questions m'a tout simplement, disons, fait comprendre que je devais un peu de la même manière. Tu sais qu'à ce moment-là, il attrape comme sur la table une photo de toi et de lui. Et par le fait même, demander à cette chose qui vit à l'intérieur de l'appareil de s'occuper de vous comme il s'est occupé de Mme Lévy. Vous comprenez?
de s'occuper de moi. Ah, écoutez, je ne pense pas que vous n'avez vraiment le temps de quitter l'endroit, ou du moins, je ne sais pas si... Vous allez voir, vous ne sentirez rien. Je crois que vous sous-estimez ma capacité à ressentir les choses, Monsieur Albernati. Il fait, écoutez, vous n'aviez tout simplement qu'à arrêter de poser toutes ces foutues questions, madame. Et vous... Oh, vas-y. Oui, non, vas-y, si tu veux lâcher une pointe. Vous n'aviez seulement qu'à arrêter de tuer des jeunes femmes, vieux imbéciles. C'est moi qui... C'est pas lui. OK, parfait. Tu peux Fais-moi un petit jet, s'il te plaît, de sensitivity. J'aime ça le dire en anglais, mais sensitivity. J'ai 11. On Parfait. était proche. Proche du 12, effectivement. Tu vois que la salle où tu es avec lui, bien qu'elle soit baignée dans l'obscurité, ce qui demeure éclairé est seulement l'halo de lumière qui est pénétré par la porte que tu as ouverte. Et tu aperçois derrière lui, peut-être au-dessus de la tête, dans le noir ou dans justement, le sombre de la pièce, un gigantesque œil jaune qui s'ouvre à la manière comme presque d'un œil unique, là, comme la lumière d'un phare. Et celui-ci cligne 2 fois des yeux rapidement avant de tranquillement se déplacer dans la pièce à la manière comme s'il flottait dans le noir total. Et tu entrevois en fait les ombres entourant le contour lumineux de la porte à tes pieds commencer à se distordre comme s'il y avait quelque chose qui faisait mouvoir l'ombre elle-même et tranquillement se refermer vers toi, comme si la lueur en fait qui était à tes pieds, qui traversait pour entrer dans la pièce, se rapetissait à mesure que dans le fond, à mesure qu'elle se refermait sur toi. OK, parfait. Juste pour être sûr, parce que tout ça est vraiment très abstrait. L'œil en question se déplace dans la pièce? Il se déplace dans la pièce, mais puisqu'il se déplace dans le noir total, tu ne saurais pas dire s'il se déplace en flottant dans les airs ou s'il suit, dans le fond, justement, le contour des bâtiments à la même manière que la tentacule tout à l'heure. OK, parfait. Et moi, j'ai l'air de comme être aspiré par quelque chose? Ou... Pas vraiment aspiré, je te dirais plus que c'est comme si, en fait, c'est la lumière. Je te dirais plus que c'est comme si l'ombre qui était dans la pièce gagnait en taille à mesure que la lumière qui est à tes pieds, parce que présentement, la seule lumière qui est projetée dans la pièce, c'est celle qui est derrière toi, qui rentre dans la pièce, donc le cadre de porte sur le sol, dans le fond, disparaît à mesure que l'ombre prend de l'expansion. Comme s'il y avait autre chose que l'obscurité ambiante. Parfait. Si je tente d'ouvrir la porte. Elle est ouverte déjà. OK. Et la lumière du couloir, c'est la seule lumière qu'on a et elle est en train de perdre en densité plus... Okay. Mais dans la pièce, pas nécessairement dans le couloir. Dans le fond, la lumière du couloir qui est projetée dans la pièce. D'accord. Je crois que ça va peut-être avoir l'air un peu redondant, mais je tenterai encore un blood sacrifice parce que ce que je veux faire, ce serait trap a specific person et je voudrais vraiment comme sortir de la pièce et faire en sorte que lui soit pogné dans sa pièce. Parfait. Parfait. Fait que tu peux me faire ton blood sacrifice, s'il te plaît. Et je vais le faire comme en le regardant pour vraiment lui montrer, je pense que tu sais pas à qui tu as affaire. Puis je vais à nouveau prendre un osselet et vraiment comme m'ouvrir la main de façon à ce que je lui démontre le sang qui coule et je vais reculer de la porte dans le couloir pour ne pas être dans la pièce à la fois. J'ai eu 9. 9, parfait. Je vais te laisser faire un choix. Un choix important. Tu recules un peu, tu trouves la main. Le sang commence à couler le long de ton avant-bras alors que probablement que tu murmures quelques termes en provenance d'une autre langue afin de pouvoir justement essayer de contenir ce mal dans cet endroit-là. Je te donne le choix. Soit que tu as le temps
de, fermer la porte et ainsi réussir à contenir le tout le temps que tu trouves une solution au problème. Ou, au moment où tu recules et au moment où, dans le fond, tu réussis un peu à être en contact, veux pas, avec cette entité-là parce que tu interagis avec elle, parce que ton but, c'est de la piéger, tu commences à concevoir, en fait, tu commences à percevoir dans la pièce, sur le sol, un peu partout, des contours de forme. Tu vois, des contours de forme comme s'il venait d'apparaître des gens qui sont là, étendus sur le sol, ou en petit bonhomme, en petite position fétale, à côté, accoudés, un peu partout. Et tu vois qu'il y a des piles de gens comme ça qui semblent se découper dans la pièce, qui sont apparus là comme ils n'ont jamais été là auparavant. Comme si présentement, ce que tu voyais, c'était une espèce d'entre-deux mondes, entre ton univers à toi et celui de la créature et des gens qu'elle a capturés. Et tu penses apercevoir Mme Lévy au travers de ces gens. Fait que je te laisse... Oui, vas-y. Et ils sont en vie, les gens? Pas tous. Tu vois qu'il y en a qui ne bougent pas. Et parce qu'ils sont Lévy, là. Bouge? Je ne sais pas. Tu ne saurais pas vraiment, je te dirais. Mais définitivement, il y en a qui sont morts parce que tu vois qu'il y a des gens qui sont en état cadavérique avancé. À un point que tu pourrais te dire que la personne est peut-être morte de faim, comme si elle était prisonnière dans un endroit où elle n'avait aucune manière de subsistance. OK. Fait que là, soit je sors et je le trappe, soit je reste à l'intérieur et je vois ça. Et tu as peut-être la chance d'attraper ou peut-être d'interagir avec Mme Lévy. OK, parfait. Je vais rester à l'intérieur. Ma mission, c'est de savoir ce qui est arrivé, mais là, je pense que ça va aussi se transformer en tenter de sauver la vie de cette pauvre femme. Parfait. Donc, tu restes dans la pièce. Je vais te demander de te cocher, en fait, de te rajouter une condition qui est spécifique au scénario. J'aimerais ça que tu marques la condition. Je vais le traduire en français. Là. Je peux traduire ça par marcher dans l'ombre. OK. Et à ce moment-là, alors que tu décides de rester dans la pièce, tu aperçois M. Abernathy qui a un très grand sourire sur son visage, alors que tranquillement, tout devient de plus en plus obscur, que même la lumière qui est située derrière toi se fait consumer par la présence de quelque chose d'inexplicable, que toute lueur finit par disparaître et tu te retrouves dans le noir le plus total, mais que tu as réussi en t'étirant la main à attraper peut-être l'épaule, la main ou peut-être même le bras de Mme Lévy. Et à ce moment même, alors que tu as pris contact avec elle, tu te sens vraiment comme touché peut-être d'un vent ou du moins de quelque chose de naturel, comme si tu n'étais plus vraiment à l'intérieur de ce bâtiment-là, à l'intérieur de la maison. Et alors que tu lèves la tête un peu, tu jettes un regard autour de toi, tu te rends compte que tu es dans une espèce d'endroit à l'extérieur du temps, ou peut-être même du temps et de l'espace, un endroit où la brume est omniprésente, une couleur un peu sépia, justement, rappelant un peu les photographies, un endroit où les ombres un peu partout semblent se mouvoir et se déplacer. Tu aperçois ce qui ressemble à des îles flottantes au ciel et même des formes de créatures titanesques au loin, dépassant, on va dire, la compréhension humaine. Mais tu tiens Madame Lévy, qui lève un regard vers toi. Elle est les joues creuses, toi, on dirait qu'elle n'a pas mangé en fait depuis une semaine. Elle est étendue un peu sur le sol, elle te regarde, puis elle fait comme qui êtes-vous? Je suis celle qui vous ramènera de l'autre côté, j'imagine. Mais elle a pas la force de réagir plus que ça, outre d'avoir comme un contact humain avec quelqu'un. Et tu vois, autour d'elle, il y a plein d'autres personnes qui ont été justement transportées dans ce lieu. Et tu comprends que ça semble être échelonné sur une couple d'années, dans le sens qu'il y a des gens qui sont là depuis plus récemment, mais tu vois qu'il y a même comme un squelette dans un coin là, qui est là depuis un certain temps. Et lui, Albernathy n'est pas là. Non, il n'est pas là.
OK, parfait. Puis nous, on est un peu comme... Est-ce qu'on est sur un terrain ferme? Est-ce qu'on flotte? Non, tu flottes pas vraiment. T'es sur quelque chose, un sol, tu touches, ça ressemble un peu à de la pierre, mais rien qui ne fait de sens présentement autour de toi. Il n'y a rien qui est définitif ou défini. T'es pas capable de faire comme là-bas, il y a une montagne, là-bas, il y a des choses au loin qui se déplacent, mais est-ce que c'est des objets qui se déplacent ou des créatures, tu ne saurais pas dire. OK. Puis, si je lui pose des questions, elle ne va plus me répondre. Elle n'a plus la force. Ça dépend. Ça dépend de ce que tu lui demandes. Peut-être qu'il y a des choses qui vont la faire réagir. Okay. Parfait. Dans ce cas, je crois que j'aurais le même comportement que j'ai eu avec M. Alberti en entrant dans cette pièce. Je lui montrerai la photo d'elle terrifiée. OK. Et je lui dirais... Oui. Et je lui dirais, est-ce que c'est depuis cet événement, depuis cet instant, que vous êtes prisonnière de ce lieu? Tu sais qu'elle regarde la photo, puis ses yeux s'agrandissent, là, comme si tu venais d'y montrer quelque chose d'absolument horrible. Là. Et elle dit, et il m'a dit qu'il allait me tuer si je ne prenais pas la photo. Il a dit qu'il... Oui, c'est quelques... minutes après qu'il l'ait pris, j'aurais dû rester avec mon époux. Oh, vous aurez le temps pour les regrets. Et la photo, je la déchire. OK. Oh! Je vais te demander de me faire un jet de sensitivity. C'était soit une décision très brillante ou une décision vraiment idiote. J'ai eu 11. Mais c'était une très bonne idée, en fait. D'accord. C'était une très bonne idée parce qu'au moment où tu déchires la photo, c'est comme si tu... comment je peux dire ça? Je vais prendre en considération que... on va dire, on va pas non plus comme te mettre de bâton dans les roues plus que ça. Je vais prendre en considération que tu touchais Madame Lévy au moment où tu l'as déchirée, peut-être même qu'elle est accrochée après toi, mais au moment où tu la déchires, c'est comme si tu venais de rompre un peu ce lien-là qui faisait en sorte qu'elle était comme prisonnière de cet endroit et tu te sens projeté vers l'arrière avec elle et au moment où tu rouvres les yeux, tu te rends compte que c'est comme si tu avais atterri dans une des chaises de la pièce où se trouve l'appareil photo. Et les gens autour de vous, toi et Madame Lévy qui est sur le sol, qui est comme recouverte d'une espèce de poussière grisâtre depuis comme une semaine. Et les gens autour de vous sont comme... Il y a des gens qui se mettent comme à crier comme si vous veniez d'apparaître de nulle part. C'est comme si c'était un tour de magie. Mm-hmm. Et M. Alberti n'est pas dans cette pièce-là en ce moment? Non, bien sûr que non. Est-ce que M. Underwood est là? Oui. OK. Je vais tout de suite regarder M. Underwood et je vais lui dire « Allez tout de suite chercher M. Alberti et faites en sorte qu'il ne sorte pas de cette maison. » Tu vois, il te regarde, puis il comprend ce que tu veux dire. Tu sais, vous avez une discussion sur lui, puis il fait comme... oui, madame, puis tu vois qu'il parle là, avec son espèce d'allure de monsieur qui a été comme de la cavalerie anglaise peut-être, là, puis il se dirige comme en direction du 2e étage. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Je dis à un des valets, là, apportez-lui de la nourriture, quelque chose à boire, regardez son état. Parfait. Et tu vois que les valets sont le monde sont vraiment comme en panique totale. Tu as genre, justement, Madame Alberti, Portia qui arrive, puis elle est juste comme genre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, elle se jette un coup d'œil, puis elle voit comme Madame Lévy sur le sol, puis elle fait, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il y a une espèce d'accoutrement. Là. Tout le monde se ramasse un peu dans la même pièce où est-ce que vous êtes. Et c'est à la fois très hystérique, très inquiétant, mais aussi à la fois très ridicule parce que tout le monde est en espèce d'habit bizarre. Et tu vois monsieur... en fait, ce qui se passe, tu entends comme... Ça se passe au-dessus de toi, au-dessus de ta tête, au 2e étage. Tu entends des bruits comme des gens qui se parlent, qui se crient. Tu entends des personnes se faire bousculer, un objet tomber sur le sol lourd. Et tu entends quelqu'un qui part à la course en direction de l'escalier qui permet de descendre au 1er étage. OK. Avant que j'entende ça et quand le chaos a commencé, là, c'est-à-dire tout le monde qui se dirigeait vers Mme Lévy, est-ce que j'ai eu le temps de prendre la caméra dans la pièce et juste la fracasser au sol?
bien sûr. OK. Donc, j'aurais fait ça. Et ensuite, une fois que j'entends les bruits, je vais juste partir en courant le mieux que je peux faire puisque je suis essoufflée le plus rapidement que je peux vers la source des bruits qui m'indiquait que quelqu'un s'échappait. Parfait. Tu vas pouvoir, en fait, rayer, dans le fond, le marcher dans l'ombre comme condition. Tu ne l'as plus. Moi, est-ce que tu attrapes la caméra et que tu la fracasses sur le sol? Tu vois que celle-ci éclate en plusieurs morceaux, faisant virevolter des morceaux de verre, des morceaux de métal, son espèce d'accordéon qui se plie, sa couverture aussi qui revole un peu partout. Et au moment où tu la casses, tu as vraiment cette impression-là de ressentir comme un poids qui se délogeait de tes épaules à la manière de ce regard qui restait penché sur ta personne, qui maintenant est de nouveau absent. Et puisque je considère que tu as fait ça un peu avant que je t'explique tout ce que tu entendais au deuxième, tu entends encore une fois des espèces de déplacements au deuxième, mais tu entends un hurlement de terreur qui provient de la bouche de M. Abernathy. Et au bout de quelques secondes, tu as Monsieur Underwood qui redescend au premier étage, qui s'approche de vous comme à une vitesse, comme s'il marchait vite. Il a le visage blême, puis il fait il a disparu. J'étais en train de le provoquer. Il a tout simplement disparu dans l'ombre, comme si quelque chose l'avait attrapé. C'est peut-être mieux pour tout le monde ici. Oui. Il y a vraiment comme une espèce de moment où tu te rends compte que ce gars-là, il a vu quelque chose qui allait au-delà de la compréhension humaine et que ça va le marquer jusqu'à sa tombe, là, déjà que c'est un vieux monsieur. Et il y a cette espèce de moment-là où vous vous retrouvez peut-être tous un peu au-dessus de Mme Lévy en train de discuter, puis d'échanger, puis tout ça, puis on va dire de voir un peu qu'est-ce qu'il en est de la situation pour elle. Puis on peut s'imaginer peut-être la caméra se lever tranquillement et aller vers un des murs où il y avait la photographie que tu voyais de Mme Lévy qui se faisait tenir par l'épaule par M. Abernathy. Et tu vois que sur cette photo-là, M. Abernathy n'y est plus. OK. Et on va terminer l'épisode là-dessus. Ah, OK, parfait. Ben oui, mais qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais faire pour terminer ça? J'aurais aimé ça, monter dans la pièce où il était, oui. Puis voir si la photographie de nous deux était encore là. Non, elle n'est plus là. Puis juste... OK, d'accord. Parfait. Elle n'est plus là. Fait que, hey, c'est ce qui se termine! Yeah! Hey, c'était pas le plus épeurant, mais j'aimais bien beaucoup l'ambiance qui en ressortait malgré tout. C'est pas comme genre du gros violent, tragique, trash. Là. On est très loin de cela. C'est très gothique, ambiance victorienne et tout. Merci Marika de venue te prêter au jeu pour Laval. C'est ce que tu as apprécié de ton expérience? Oui, vraiment. Je pensais avoir plus peur, mais c'est correct. J'aime pas tant ça avoir peur, mais j'étais quand même nerveuse dans la pièce en haut parce que pendant un moment, j'étais pas sûre de ce que j'allais pouvoir faire et de mes options, mais ça va. C'est correct. De toute façon, tu me l'avais dit aussi. Tu me l'avais dit aussi que tu n'étais pas nécessairement très friand d'horreur à l'état pur. Fait que je suis pas allé non plus dans le plus intense. Je suis resté tout de même dans le plus soft. Mais j'ai beaucoup apprécié. Juste un peu pour conclure là-dessus, un peu savoir ton impression. Qu'est-ce que tu as pensé du système de jeu en général? C'était cool. Je trouve que c'était facilement, même si on n'avait jamais joué, je pense qu'on pouvait le rouler bien. C'est sûr qu'on a laissé des trucs de côté qui étaient peut-être un peu plus spécifiques, mais je trouvais que même si j'avais moins, par exemple, de move ou de question, ce genre de trucs-là, j'arrivais à avancer quand même dans la narrative. Fait que je pense que même la version abrégée nous permet de rendre le jeu intéressant puis pas trop redondant. Ben, je suis absolument d'accord avec toi. Puis ce que je voulais terminer avec toi là-dessus pour un peu faire rapper un peu le tout, parce que j'aime ça surtout dans des scénarios où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement toutes les explications qui sont prises en compte, de peut-être faire juste un petit retour sur les questions que tu avais. Est-ce que tu avais des questions concernant justement le scénario en soi? Non, je pense pour vrai que ça a bien répondu à ce à quoi je m'attendais. Puis, je me suis dit, si je faisais pas des bons moves rendus à la fin, je pense que j'allais juste rester prisonnière au même endroit que Mme Lévy. Absolument. Fait que c'est ça. Fait que je pense que j'avais quand même bien saisi où ça s'en allait à partir de là. Fait que non, j'aurais pas vraiment de questions.
Je ne sais pas si toi, tu as des questions pour moi. Ben, en fait, non, mais je t'avoue que je suis très content qu'il y ait eu le réflexe de la photo, tout ça, parce qu'il y avait justement la possibilité de comme détruire, si on veut, un objet qui créait un peu le lien justement entre ce monde-ci et l'autre, dont les photographies. Et la caméra en soi, c'est sûr que si tu avais décidé de rester à l'extérieur de la pièce et de ne pas attraper la main de Mme Lévy et que tu aurais brisé tout simplement l'appareil, elle y serait restée prise. Tu aurais réglé la situation. Okay. Mais il y aurait pu eu de cas de gens qui disparaissent, sauf que par contre, elle serait restée décédée de l'autre côté parce que oui, effectivement, le concept, c'est que la caméra se nomme la Wetley Camera qui a une espèce d'entité, un genre de démon ou un dieu, c'est pas trop spécifique, c'est quelque chose qui va au-delà de la compréhension humaine, qui vit à l'intérieur de celle-ci et qui habite dans une espèce de pocket dimension où il est possible d'envoyer des gens en les prenant en photo. Et là, il y avait le concept de M. Abernathy qui était comme un espèce d'homme qui beaucoup post-traum de la guerre, qui a fini par aimer voir les gens mourir et qui aimerait pouvoir garder des souvenirs de ce moment-là, de la peur des gens. Parce que souvent, les gens, lorsqu'ils sont pris en photo, c'est pour ça tantôt que je t'ai fait faire un jet quand tu t'es fait prendre en photo, parce que tu regardais pas directement à la caméra, mais les gens qui sont pris en photo au moment où ils se font prendre en photo, c'est pour ça qu'ils ont l'air effrayés, parce qu'ils voient en arrière de M. Abernathy, ils voient la créature, en fait. Comment est-ce qu'ils se font prendre en photo? Fait que c'est ça qui s'est passé. Et ce que je voulais finir vraiment conclure, parce que là, on étire. Ce que je trouvais très, très, très cool pour ces scénarios-là et pour les gens que je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil, c'est parce que ça, c'est un des scénarios du livre que j'ai adapté un peu à ma sauce. Ce qui est très cool, c'est que les scénarios sont tous construits de la même manière. C'est construit en blocs. Et les blocs, dans le fond, c'est des questions et des opportunités, c'est-à-dire qu'est-ce que les personnages peuvent faire pour pouvoir faire avancer l'histoire, c'est quoi les questionnements qu'on a concernant l'histoire. Là, c'était genre, mais voyons, des gens qui disparaissent. Des personnages, il y a un autre bloc que c'est les personnages secondaires avec qui les personnes peuvent interagir. Ensuite, il y a des moments clés qu'on peut comme impliquer dans l'histoire. C'est une phrase, c'est seulement pour donner comme une ambiance, que ce soit une odeur, que ça vienne toucher tous les sens. Ensuite, tu as les différents dangers, tu as un bloc que c'est les indices que tu peux trouver puis que tu peux cocher pour dire que tu les as trouvés, dont la photo, et même des locations. Un bloc que c'est comme juste les locations avec genre une scène qui est décrite, genre la scène de la jungle, la scène du Maharaja. Puis pour vrai, ça, j'étais comme genre, oh mon Dieu, c'est quand même bien découpé, là. C'est tellement comme le fun à lire et à utiliser comme DM. Je vous conseille fortement d'acheter un coup d'œil si vous êtes ce type-là. Donc, hey, on va se conclure là-dessus. Pas besoin de s'étirer plus que ça. Merci beaucoup à toi, Marika, d'être venue valser avec moi pour cette courte aventure un peu plus gothique, très différente de la dernière. Et j'espère que tu as apprécié ton expérience. On va peut-être refaire ça une autre fois, une autre valse, une autre nuit, une autre ambiance qui va se proposer à nous. Je vous encourage aux personnes qui ont écouté l'épisode de, bien sûr, commenter, liker, partager, faites savoir ce que vous en pensez. Je serais curieux de savoir si vous auriez pris le problème d'une autre manière que le personnage de Marika l'a fait, ou si vous aviez eu d'autres hypothèses en tête. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye. Au revoir.